Alright, bienvenue à l'autre monde. Moses, demain, François Martineau au micro. Sur mon blog personnel qui s'appelle Les Nouvelles Internationales. Ouais, c'est aussi ton blog, le chef à la C'est chier de voir et puis de se mettre en action. Il s'agit de voir, il y a possibilité d'un autre monde. Eh bien, bonjour et bienvenue dans votre cyber-revue de presse, L'autre monde, une dose de lucidité hebdomadaire pour stimuler la réflexion et inviter à l'action. Je me nomme François Marginal et je serai avec vous pour les 2 prochaines heures sur les ondes de Choc FM, la radio officielle de l'Université du Québec à Montréal. Alors, ben oui, chers amis, écoutez, nous en sommes maintenant à l'édition du 5 mars 2012. Et puis, ben, j'ai le plaisir de vous annoncer, comme j'en ai parlé un peu la semaine passée, écoutez, on en est à la 200e ici sur l'émission. Alors, quand même, alors 200e émission que nous sommes avec vous. Nous avons commencé en janvier 2007 et puis nous voilà, quoi. On est rendu en 2012, donc quand même, 50 fêtes avec vous, 200 émissions. Alors, d'ailleurs, n'oubliez jamais que quand même la particularité bien spéciale de Choc FM, c'est que toutes les émissions sont gardées dans les archives et sont encore disponibles. Alors vraiment, c'est un avantage indubitable par rapport à toutes les autres shows de nouvelles alternatives qu'on a et encore plus sur la radio traditionnelle à la radio. Alors voilà, ne vous gênez pas. Et puis sur la page de l'autre monde sur le site de Choc FM, ben vous allez pouvoir trouver aussi plusieurs entrevues qui sont quasiment tout en bonne à réécouter. Alors, j'en avais parlé du Fleuret avec Gilles Parent, mais il y en avait une multitude d'autres aussi. Alors, ne vous gênez pas, quoi. Donc, voilà, bienvenue à votre cyber-revue de presse. Cette semaine, ben, beaucoup de choses encore, de l'actualité. On va avoir du Moyen-Orient. On parle un peu d'Iran, d'Afghanistan, la Libye, Syrie, Liban. On a le Japon aussi avec Fukushima, les élections aux États-Unis, puis la fraude électorale. Et puis, ben, ça va être à peu près ça, quoi. On va parler d'économie aussi. Donc, vous voyez un autre bon programme là pour l'émission. Donc, on va y aller tout de suite avec le Japon. Alors, ça, c'est un dossier qu'on n'a pas pu toucher la semaine passée. Je vous avais promis d'en parler cette semaine. Alors, on commence avec ça. Ça fait déjà 2-3 semaines en réalité là qu'on n'en a pas parlé. Donc, on a 3 semaines à couvrir. On a la semaine 47, 48 et 49. Donc, on arrive au premier anniversaire de Fukushima. La semaine prochaine, si je me trompe pas, il me semble que c'est arrivé le 11 mars, ouais, il me semble que c'est bien ça. Alors, chers auditeurs, 1 an, Fukushima, et puis on est loin d'être sorti du bois, j'en parle souvent, je crois que vous en êtes conscient si vous écoutez l'émission. Ça va pas bien à Fukushima, là, la situation est loin de s'améliorer. Et puis les grands médias ignorent totalement cette situation comme si elle n'existait simplement pas. Alors c'est vraiment absolument hallucinant. Dans la semaine 47, alors il y a 3 semaines, on avait des températures dans un réacteur nucléaire. Et puis celui numéro 2 en réalité. Et puis ben on avait des températures qui ont monté
à des températures quand même assez élevées. Là. Ici, on parle d'une nouvelle de 179 degrés Fahrenheit. Euh, Ici, on tombe, je vais vous donner ça en Celsius, ça va peut-être être un peu mieux. C'est des nouvelles qui sortent des États-Unis, alors bon, c'est pour ça qu'on est poigné avec les nouvelles impériales des États-Unis, mais bon. Alors, les températures du réacteur numéro 2 qui ont dépassé 4 fois le maximum qui est permis pour appeler ça un cold shutdown, donc un arrêt à froid. Donc, on avait déclaré il y a quelques mois de la part de TEPCO et du gouvernement qu'on avait fait un arrêt à froid de tous ces réacteurs. Alors, c'est pas le cas. Là. Réellement, on est loin de ça. La température est montée à 272,8 degrés Celsius. Et puis après ça, ça l'a même c'est allé jusqu'à la limite du thermomètre à 400 degrés Celsius. Vous voyez là, on est loin là. On est loin de la coupe aux lèvres, comme on dit. On parle de 195 millions de becquerels par litre de césium qui ont été détectés dans le bâtiment numéro 3. Le bâtiment est rempli d'environ 3 mètres d'eau hautement radioactive. On parle de strontium qui est là-dedans. Vous voyez là plusieurs nouvelles comme ça, quand même assez particulières. Ensuite, on parle ici que le plan de Fukushima est à très haut risque aussi de nouveaux tremblements de terre. Et puis d'ailleurs, vous allez voir dans les nouvelles cette semaine, écoutez, là, je veux dire, des quantités assez incroyables de tremblements de terre là, hein, qui continuent de se produire au Japon sans arrêt. Écoutez, j'ai une nouvelle ici où on parle de 16 699 tremblements de terre qui ont lieu au Japon du 1er janvier au 15 octobre 2011. On a une animation ici à regarder. Vous allez trouver ça là, dans les liens là, des nouvelles de la semaine. Alors, vous allez voir, c'est quand même assez ahurissant de voir ça. Écoutez, là, on a passé le cap des 17 000 tremblements de terre. Là. Vous voyez, là, c'est quand même assez intense. On continue. Ensuite, écoutez, là, comme je vous dis, à chaque semaine, il y en a énormément. Là. On a des lectures de radiation à Tokyo qui sont plus ou moins élevées, qu'on continue de relever aussi ailleurs dans le pays. On a une multitude comme ça de nouvelles, vous allez voir. Là, on parle aussi de plus en plus de patients qui souffrent d'exposition à très haut niveau de radiation de Fukushima. On a les médias qui, évidemment, ne rapportent pas ces trouvailles. Donc, écoutez, là, vous allez voir, là, il y en a énormément, là, comme je vous dis. On peut pas toutes les lire. Vous allez voir, évidemment, plusieurs nouvelles par rapport à ces températures très élevées qu'on a vues. Arnie Gunderson qui parle ici qu'il crée 100 à 1000 fois plus de matériel radioactif en brûlant les débris que les garder dans les formes concentrées. Alors ça, c'est quoi cette histoire-là? Ben, c'est que au Japon, ben, on brûle les déchets. Et puis, particulièrement ceux qui sont radioactifs. Alors, on les mêle ensemble, écoutez, on a prétendu que on pouvait faire des amalgames de matériaux qui sont peu contaminés avec certains autres qui sont beaucoup contaminés, puis essayer de faire une genre de règle générale, faire une moyenne avec ça. Et puis, ce qui arrive, c'est que toutes les matières radioactives qui se sont déposées au sol un peu partout, là, quand ils sont brûlés, ils sont remises en circulation dans les airs. Et puis, écoutez, là, on n'est pas sorti du bois là au Japon là. Évidemment qu'on on parle beaucoup de brèches dans les vaisseaux, en fait, si vous voulez, les capsules là, qui encapsulent les crayons de combustible. Alors, on a des brèches, évidemment, on a des problèmes avec des fuites de matériel radioactif. Écoutez, on a même trouvé des substances noires qui ont été rapportées à 25 km de Fukushima avec des radiations de 25 millisieverts par heure. On parle ici d'un émetteur alpha qui ont été détectés. Alors, ça aussi, là, c'est très dommageable. Vous allez voir plusieurs nouvelles à cet effet-là. Comme je vous dis, là, on parle de trouvailles de plutonium. Ici, on parle de 1579 picocuries par kilogramme qui ont été détectés proche de Denver, puis à Rocky Flats, ça c'est aux États-Unis.
Vous voyez, donc on se retrouve avec un paquet de problèmes comme ça. Le Canada qui a dénié le statut de réfugié à un Japonais qui essayait de s'enfuir des radiations de Fukushima. Alors on voit qu'on les aide énormément, ces gens-là. Le césium qui a atteint des pics à 349 millions de becquerels par kilomètre carré dans une journée à Fukushima, à 60 km de la centrale. On parle d'une augmentation de 40 fois par rapport à la dernière période de 24 heures. Là. Ça, c'est une nouvelle qui a été publiée le 18 février. Vous voyez, ça continue là. Donc, plusieurs trucs comme ça pour vous aller voir. Ça va être dans la semaine 47. Vous allez voir plusieurs nouvelles par rapport au tremblement de terre. Là, vous voyez, ça continue de trembler un peu partout. Vous allez voir les cartes avec ça. Donc, c'est pas juste à Fukushima qu'il y a du danger. C'est dans les autres centrales aussi. On en parle très peu. On a eu des problèmes dans une multitude d'autres centrales nucléaires au Japon. Donc, comme je vous dis, là, c'est pas parce qu'on n'en parle pas en réalité là que les choses ne continuent pas de se dégrader là-bas. Vous avez aussi Gunderson qui déclare que le tiers des enfants de Fukushima testent positif pour des bosses, là, si vous voulez, des protubérances dans la thyroïde. On dit que, écoutez, là, ça fait juste un an à peine là, que cet accident s'est produit. Du xénon qui a été détecté dans le réacteur numéro 2, ça a une demi-vie de 9 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a des réactions en chaîne qui sont produites. On a des éléments radioactifs nouveaux qui sont produits. Donc, on a des moments de criticalité ou des certaines réactions nucléaires qui continuent de se produire dans ces réacteurs. Donc, on parle aussi tout le temps des inquiétudes par rapport à la piscine d'entreposage du combustible utilisé dans le bâtiment numéro 4 qui menace tout le temps de s'effondrer aussi. On a des nouvelles études qui ont été publiées. Et on dit que, écoutez, on a 70% de chances d'avoir un très gros tremblement de terre encore cette année et qui pourrait affecter cette structure. Et puis évidemment, on se retrouve avec, je crois, c'est 1500 tonnes de matériel radioactif là-dedans, dont du plutonium. Donc vraiment, là, ça serait une situation jamais vécue. Déjà que c'est unique en son genre. Là, Fukushima, là, c'est vraiment complètement dans une classe à part. Là, c'est la pire catastrophe nucléaire de tous les temps. Donc, c'est pas mal ça. Ici, écoutez, on parle de 195 millions de becquerels par litre de césium qui a été détecté dans l'unité 3, dans le building de la turbine, le bâtiment, comme je vous disais un peu plus tôt aussi, se retrouve avec beaucoup d'eau radioactive. Là, on parle de 3 mètres encore. Donc, ça, c'est la semaine 47. Ensuite, on va y aller avec la semaine 48. Alors, dans les nouvelles les plus importantes, on a des tremblements de terre qui ont frappé, ça s'appelle North Anna Nuke Plant. Alors, c'est une centrale nucléaire aux États-Unis. Et puis, on a eu des fuites radioactives aux États-Unis. Ensuite, vous avez Gunderson qui parlait par rapport du Japon. Il dit 1 million de cas de cancer additionnels qui va être causé par Fukushima d'ici les prochaines 20 années. Ça, c'est basé sur des études universitaires après l'incident de 3 Miles Island. Vous avez une vidéo de 1h30 à aller consulter par rapport à ça. Il y a le New York Times aussi qui parle du NRC, en fait, qui est l'agence nucléaire aux États-Unis, qui ont prédit des niveaux de radioactivité qui vont aller en augmentant et puis qui pourraient empêcher finalement les grandes compagnies aériennes d'atterrir à Tokyo. Alors, on commence à penser carrément à faire atterrir les avions ailleurs qu'à Tokyo. Donc, beaucoup de nouvelles qui vont dans ce sens-là. Là, on continue. Je vous dis, là, vous allez voir que le pays, dans le fond, est en train de... Il y a une grosse région du Japon qui est en train de devenir une zone intouchable, une zone qui sera plus jamais habitable, tout simplement. Là. Et puis, ça peut paraître encore là alarmiste pour certaines personnes, mais écoutez, vous allez voir avec les mois et puis les années qui vont passer, c'est exactement ce qui va se produire. Je veux dire, la quantité de pollution radioactive qui s'est produite là, je veux dire, va condamner une partie du pays. Ça, c'est certain, là. Vous avez des travailleurs à Fukushima qui ont reçu des doses fatales de radiation selon un transcript de la NRC. Donc, on voit que on a des travailleurs qui sont gravement affectés par la radiation. Certains sont déjà décédés. On en parle très peu aussi. On rapporte très peu ces nouvelles. On dit qu'après avoir travaillé dans des
dans des sections affectées là, à Fukushima. 4 travailleurs ont perdu la vie, victimes de leucémie puis d'attaque du cœur. Alors, les radiations, ça cause des arrêts cardiaques aussi. Ça, faut être bien conscient de ça. Ensuite, on parle de AP, Associated Press, qui parle de la contamination par radioactivité qui a été détectée à plus de 400 000. Alors là, on parle, écoutez, là, de 100 km et plus le long de la côte de Fukushima. On parle de des niveaux qui sont plus de 1000 fois au-dessus de la normale. Mais vous avez l'agence de l'énergie atomique internationale qui dit que tout est beau, que l'eau est sécuritaire à boire. Alors, vous voyez, on continue de vous mentir vraiment en pleine figure. C'est assez incroyable. Ensuite, on dit ici dans une nouvelle que il y aurait plus d'eau, tout simplement, dans cette fameuse piscine du bâtiment numéro 4 où on entrepose le combustible utilisé. Alors ça, c'est un problème assez grave. En réalité, pour essayer de vous résumer ça, comme je vous disais, j'en ai tellement de pages là, mais ce que vous allez trouver, c'est toutes sortes de rapports qui viennent confirmer le fait que des travailleurs qui sont tombés, qui ont reçu des doses fatales de radiation, qui sont malades, des cancers, leucémie, des arrêts cardiaques. Vous allez trouver plusieurs nouvelles aussi qui parlent de ça. Ça cause des arrêts cardiaques aussi, les taux de radiation élevés, même chez les enfants. Donc, vous allez trouver ça. On parle ici d'un travailleur à chaque jour qui doit être transporté à l'extérieur du site parce que il fait trop chaud sur le site. Alors, on parle, comme je vous disais, des taux élevés de température là sur le site dans différents réacteurs. Donc, ça aussi, là, c'est un gros problème. Et puis ici, qui parle de la contamination radioactive qui a été détectée à plus de 100 km de la côte de Fukushima, des niveaux qui sont au-dessus de 1000 fois les taux normaux. Mais vous avez encore la stupide agence de l'énergie atomique internationale, elle qui dit qu'il n'y a aucun problème, l'eau est encore bonne à boire. Donc, il y a toute cette question-là des tremblements de terre qui continuent de se produire, aussi des taux de radioactivité très élevés qu'on mesure un peu partout au Japon, autant à Tokyo que dans les différentes régions autour. Alors, vous allez trouver plusieurs trucs comme ça, des tests qu'on attend toujours sur le plutonium 8 mois après. Donc, vous voyez aussi beaucoup de nouvelles qui vont vous montrer tout ce genre de cover-up. On essaie de cacher toutes les informations par rapport aux retombées radioactives. Alors, vous allez trouver plusieurs nouvelles qui parlent de ça aussi. La NRC, le gouvernement américain, écoutez, on a eu de l'accès à l'information, là, tu sais, la fameuse loi, là, le libre accès à l'information, et puis on a forcé le gouvernement à publier des informations qu'il possédait. Alors, on a complètement on a complètement menti au public, gardé secret des informations qui auraient été très pertinentes pour le public à savoir pour justement se protéger. Alors, on a mesuré des taux de radiation, des retombées radioactives de Fukushima un peu partout aux États-Unis, sur la côte ouest. Vous allez trouver plusieurs plages jusqu'à Los Angeles où on a découvert des retombées comme ça un peu partout. Mais on n'a pas jugé bon réellement d'informer la population parce que réellement, c'est pas si important que ça. Je veux dire, il faut pas que les gens paniquent. Donc, vous allez trouver là un paquet de nouvelles comme ça. C'est vraiment assez choquant. Je sais qu'on en parle régulièrement, mais je veux dire, écoutez, c'est assez particulier. 6,5 microsieverts par an qui a été découvert à une station de train les plus occupées au Japon. Ça, c'est l'équivalent de 57 millisieverts par année, ce qui est 10 fois les taux auxquels on a jugé qu'il a fallu évacuer les gens à Tchernobyl. Alors ça, c'est des données qui ont été relevées proches du palais impérial au Japon. Donc voilà, on a des rapports aussi qui parlent de, vous rappelez de ces fameuses explosions d'hydrogène qu'il y a eu et peut-être possiblement une explosion nucléaire. Alors on a trouvé des pièces de ces crayons de combustible on a retrouvé fragmentés un peu partout là, à l'extérieur de ces réacteurs-là. Ça a revolé même à certains pour certaines parties jusqu'à des kilomètres de là, dont certaines parties de certains morceaux brisés qui étaient carrément du plutonium, des trucs comme ça. Et puis on a tout simplement recouvert en général ces débris-là avec une couche de terre à l'aide de bulldozers. Donc, vous voyez un peu de la façon qu'on s'occupe de la situation. En réalité, là, vous voyez clairement qu'on n'a aucune situation, on n'a aucune réponse à ça, on n'a aucune solution parce qu'on est en face de quelque chose qui est sans précédent à Fukushima, sans précédent. On n'a absolument jamais vu ça dans le passé.
Donc, vous avez des journalistes qui ont pu accéder au site depuis la première fois. On a pris des photos, vous allez trouver différents liens qui vont vous montrer des photos du site. Vous allez voir, c'est vraiment pas beau à voir, là. Le site est vraiment extrêmement abîmé. Et puis, vraiment, là, on n'est pas sorti du bois avec cette affaire-là. Ça va prendre des décennies, chers auditeurs. On va se retrouver avec des régions mortes au Japon, des régions qu'on va être obligé de condamner à tout jamais, de mémoire d'homme, ça c'est certain. Donc, c'est triste à dire, ça peut paraître alarmiste, pourtant ça n'a rien d'alarmiste. Là, vous allez voir, écoutez, on découvre des taux de radioactivité tellement élevés qu'à un moment donné, les gens pourront plus retourner habiter là. Je veux dire, pas plus compliqué que ça, là. On a des taux ici de 470 millisieverts par année qui ont détecté proche de Fukushima. Donc, c'est là qu'on parle de ces fameuses régions-là qui devraient être finalement hors d'accès pour quiconque à tout jamais. Donc, on parle ici encore là de la température qui augmente dans le réacteur numéro 2. Donc, toutes sortes d'affaires comme ça. Des taux de radiation 10 fois pires que ceux de Tchernobyl, comme on disait. On parle encore des travailleurs qu'on retrouve morts, à incommoder de toutes sortes de façons aussi. Donc, plusieurs trucs comme ça, des matières noires hautement radioactives qu'on a retrouvées aussi. 4000 becquerels par mètre cube de césium détecté dans les océans à plus de 30 km de la côte de Fukushima. Alors, vous voyez, là, on se retrouve avec des océans contaminés, non seulement les océans, mais plein d'espèces animales, des poissons, toutes sortes de trucs. Alors, des scientifiques ici qui ont dit, pour la première fois, ont mesuré de l'argent radioactif dans les océans. Aussi les taux de radioactivité dans les océans qui n'ont pas diminué comme on l'espérait, mais ont continué d'augmenter. Apparemment que les sites continuent de fuir allègrement dans les océans. Alors on n'a pas on est loin d'avoir arrêté les fuites, là. Donc vous voyez là, c'est vraiment vraiment particulier. Donc ça c'est pas mal ce qui fait le tour ici de la semaine 48 et puis dans la semaine 49 pour terminer avec le dossier de Fukushima, 500 voitures ici qui ont été gardées à Nagoya au Japon parce qu'elle était trop radioactive pour être acheminée puis être vendue. Alors elle dépassait la limite de 0,3 microsieverts par heure. Donc, vous voyez le poisson contaminé jusqu'au Sri Lanka. Quand même, là, vous voyez, c'est tous les océans là, qui commencent à être touchés par cette histoire-là. Un blockbuster, ici des documents, comme je disais, qui est obtenu un peu plus tôt là, du gouvernement où on voit le cover-up. Donc, on savait que écoutez, là, la situation était bien pire que ce qu'on a voulu admettre publiquement, là, puis c'est pas juste du gouvernement japonais, là, c'est du gouvernement canadien, français, anglais, américain, toute la gang, là, je veux dire réellement, là. Toutes sortes de mesures ici, des retombées radioactives de Fukushima, même aux États-Unis, dans les précipitations. Ça, c'est des échantillons qui ont été pris dans plus de 15 États. Alors, vous voyez, là, on est loin d'être sorti du bois avec cette histoire-là. Des photos ici, allez voir du site. Donc, ça fait à peu près le tour là, de ce qui se passe là ici au Fukushima. Je vais vous laisser bien des liens par rapport à ça. Vous allez pouvoir aller consulter ça tranquillement. Vous allez voir que la situation, comme je vous dis, là, elle n'a rien d'être encourageante et puis c'est complètement ahurissant que les médias n'en parlent pas. Je veux dire, vraiment, absolument ahurissant. On dit suivre des substances radioactives à plus de 7000 km de Fukushima dans les océans. Donc voilà, ça clôt le dossier pour Fukushima. Et puis là, ben, on va y aller avec quelques nouvelles de l'actualité. Ce que je vais faire, en fait, je vais vous parler, j'avais parlé de ça un peu dans le passé, je vais faire un retour. La semaine passée, je parlais d'oligarchie, plutocratie, alors c'est intéressant de parler de ça. Ça fait plusieurs émissions que je parle de la tyrannie qui s'installe de plus en plus et qui montre son vrai visage. Alors, une forme de tyrannie qui s'installe même dans nos sociétés, mais parce qu'on vit dans des sociétés dites supposément libres, et ben des fois la tyrannie prend une forme différente que dans les régimes brutaux où on utilise la force et la violence pour contrôler le peuple. Alors que comme disait Noam Chomsky, dans nos sociétés, ben on peut pas vraiment contrôler la population, en tout cas du moins quoi que ça arrive des fois, là, regardez au sommet du G20 et puis tout. Mais en tout cas, en général, on peut pas contrôler la population juste en rentrant dedans avec la police et puis par la pure violence et la brutalité. Alors, on doit contrôler la pensée des gens. Hein? Donc, on contrôle la pensée des gens, on forme, réellement, on moule la pensée, on suggère des opinions. Réellement,
on moule carrément la pensée. Donc, dans nos sociétés, on fait face à une sorte de tyrannie, une sorte de forme de totalitarisme, mais qui est un peu différent, si vous voulez, du totalitarisme habituel, si vous voulez, traditionnel dans lequel on vit. Et puis, vous avez un article en anglais, puis un autre que j'avais écrit dans le passé aussi, qui va être en français, donc vous en avez un peu pour tout le monde, là, où on parle de ce fameux totalitarisme inversé. Alors, et puis l'État corporatif. Et puis c'est important de bien comprendre ça pour vraiment bien saisir un peu à quoi on a affaire. Parce qu'on a affaire à une société traditionnelle qui est en plein déclin puis qui semble atteinte d'une maladie terminale réellement. On se baigne, quand je parle sur la scène publique, tu sais, les politiciens, les autorités. On se drape tout le temps des valeurs comme la liberté, la démocratie, et ainsi de suite, les valeurs supposément humanitaires. Et puis, pourtant, les actes ne suivent pas les paroles et puis sont même complètement à l'inverse, à l'opposé diamétralement parlant. Alors, vous avez cet article ici qui parle un peu de ce concept-là de totalitarisme inversé. Et puis, on doit le comprendre réellement. C'est un genre en fait, une sorte de politique qui, au lieu d'avoir un parti au pouvoir totalitaire qui contrôle tout, eh bien, on se trouve avec un genre de show, si vous voulez, un genre de cirque, où on a supposément des partis politiques qui se font la lutte, mais qui en réalité travaillent pour les mêmes intérêts, qui sont achetés par les mêmes lobbies et qui finalement sont corrompus par les mêmes personnes et puis les mêmes entités corporatives et puis je dirais même financières. Donc on se retrouve avec des supposées factions, des partis, des groupes d'intérêt, des pouvoirs corporatifs qui se font compétition, des médias rivaux, ainsi de suite. Et puis le tout qui culmine dans un moment d'élection nationale où toute l'attention de la nation est requise pour faire un choix de personnalité plutôt qu'un choix entre des vraies alternatives. En réalité, ce qui est absent de tout ce jeu politique-là, c'est cet engagement de trouver des vraies solutions, alors qu'on trouve plutôt des vieux mensonges communs qui sont tout le temps organisés par des intérêts organisés, hautement organisés, des très bien financiers, qui cherchent des faveurs gouvernementales et qui réellement, avec du lobbying et d'une influence, écoutez, là, qui dépasse tout pouvoir que quelques individus peuvent avoir, là, réellement, là, finalement arrivent à contrôler la politique au complet. Et finalement devient tout simplement une question d'argent. Donc on parle de ce fameux totalitarisme inversé qui, à la différence du totalitarisme classique, ne tourne pas autour d'un démagogue ou d'un chef charismatique, mais qui trouve plutôt son expression dans l'anonymat de l'État corporatif. Puis il prétend chérir la démocratie, le patriotisme, une presse libre, les systèmes parlementaires et les constitutions, alors qu'il manipule en fait et corrompt les leviers internes pour renverser et contrecarrer les institutions démocratiques. Puis les candidats politiques sont élus au vote populaire par les citoyens, mais ils sont régis par des armées de lobbyistes, comme un peu à Washington, à Ottawa, à Paris et dans les autres capitales du monde. Vous avez les médias corporatifs qui contrôlent à peu près tout ce qu'on lit, ce qu'on regarde, ce qu'on écoute. Et puis ils imposent une genre d'uniformité insipide de l'opinion. Une culture de masse qui est détenue et diffusée par les sociétés privées qui nous divertit avec des questionnaires, des spectacles, des potins sur les célébrités. Mais le totalitarisme inversé, il exerce un pouvoir total sans recourir à la plus grossière des formes de contrôle telles que les goulags, les camps de concentration ou la terrorisation des masses. Il exploite plutôt la science et la technologie pour atteindre ses sombres buts. Il impose l'uniformité idéologique en utilisant des systèmes de communication de masse pour inculquer la consommation débauchée comme une pulsion intérieure et il nous fait prendre nos illusions sur nous-mêmes pour la réalité. Il ne réprime pas les dissidents avec force tant que ces dissidents restent inefficaces. Et en même temps qu'il détourne notre attention, il démantèle la base manufacturière, dévaste les communautés, déclenche des vagues de misère humaine et envoie les emplois vers des pays où les tyrans savent garder les travailleurs en ligne. Il fait tout cela en brandissant le drapeau et chantant des slogans patriotiques. Les États-Unis sont devenus la vitrine de la manière dont la démocratie peut être gérée sans avoir l'air d'être opprimée, écrit Wallin.
George Orwell qui a souligné que le totalitarisme n'est pas tant l'âge de la foi qu'un âge de la schizophrénie. Puis il citait « Une société devient totalitaire lorsque sa structure artificielle devient flagrante. Cela survient lorsque la classe dirigeante a perdu sa fonction, mais réussit à s'accrocher au pouvoir par la force ou par la fraude. » Ça vous rappelle pas quelque chose, ça? En tout cas, moi, quand je regarde la gang de Charest, Harper, tout ça, je vais vous dire bien franchement. Donc, nos élites ont utilisé la fraude et la force est tout ce qui leur reste. Donc, notre élite médiocre et finie tente désespérément de sauver un système qui ne peut être sauvé. Plus important encore, ils essaient de se sauver eux-mêmes. Toutes les tentatives de travailler à l'intérieur de ce système pourri et cette classe de détenteurs du pouvoir se révéleront inutiles. La résistance doit répondre à la nouvelle et dure réalité d'un ordre capitaliste global qui s'accroche au pouvoir par des formes de répression brutale et flagrante, toujours grandissantes. Une fois le crédit sèche pour le citoyen moyen, une fois que le chômage massif aura créé une classe marginale permanente et furieuse, que les produits fabriqués bon marché sont devenus les opiacés de base de notre culture et qu'ils disparaîtront, nous allons probablement évoluer vers un système qui ressemble davantage au totalitarisme classique. Des formes plus violentes et grossières de répression devront être employées au fur et à mesure que les mécanismes de contrôle plus souples, favorisés par le totalitarisme inversé, cesseront de fonctionner. Donc, si nous construisons des structures autosuffisantes, parce qu'il faut amener des solutions face à ça, celles qui occasionneront le moins de mal possible à l'environnement, nous pourrons surmonter l'effondrement qui s'en vient, parce que ça s'en vient. Cette tâche sera accomplie grâce à l'existence de petites enclaves physiques qui auront un accès à une agriculture durable et qui seront donc capables de se dissocier autant que possible de la culture commerciale. Ces communautés devront construire des murs contre la propagande et la peur électronique qui seront pompés sur les ondes. Le Canada sera probablement un des lieux plus accueillant pour ce faire que les États-Unis compte tenu du fort courant de la violence qui y règne. Mais bon, dans tous les pays, ceux qui survivront auront besoin de terres dans les zones isolées à bonne distance des zones urbaines, qui seront le théâtre de déserts alimentaires dans le centre-ville, ainsi que de violences sauvages qui entraînent des biens devenant tout d'un coup un coup prohibitif et la répression étatique qui devient de plus en plus dure. Donc, le recours de plus en plus manifeste à la force par les élites pour maintenir le contrôle ne doit pas mettre fin aux actes de résistance. Bien au contraire, les actes de résistance sont des actes moraux. Ils prennent vie parce que les gens de conscience comprennent l'impératif moral de remettre en question les systèmes d'abus et de despotisme. Ils devraient être menés non pas parce qu'ils sont efficaces, mais parce qu'ils sont justes. Ceux qui commencent ces actes sont toujours peu nombreux et rejetés par ceux qui cachent leur lâcheté derrière leur cynisme. Mais la résistance, bien que marginale, continue à affirmer la vie dans un monde inondé par la mort. C'est l'acte suprême de la foi, la plus haute forme de spiritualité, et qui lui seul rend l'espoir possible. Ceux qui ont commis des actes de résistance ont très souvent sacrifié leur sécurité et leur confort, ont souvent passé du temps en prison, dans certains cas ont été tués. Ils ont compris que pour vivre dans le plein sens du mot, exister en tant qu'être humain libre et indépendant, même dans la nuit la plus sombre de la répression d'État, cela signifie défier l'injustice. Nous devons continuer à résister, mais il faut maintenant le faire avec la réalisation inconfortable que des changements significatifs ne vont probablement pas se produire de notre vivant. Ça peut être déprimant un peu de dire ça, mais cela rend la résistance plus difficile. Cela déplace la résistance du domaine du tangible et de l'immédiat vers l'abstrait et l'indéterminé. Mais renoncer à ces actes de résistance constitue la mort spirituelle et intellectuelle. Cela revient à se rendre à l'idéologie déshumanisante du capitalisme totalitaire. Les actes de résistance maintiennent en vie un autre récit, maintiennent notre intégrité et donnent de la volonté aux autres, eux que nous pourrons jamais rencontrer, de se lever et porter la flamme que nous leur passons. Aucun acte de résistance est futile, que ce soit de refuser de payer des impôts, de lutter pour une taxe Tobin, travailler à changer le paradigme économique néoclassique, révoquer une charte d'entreprise, tenir des votes globaux sur Internet, ou utiliser Twitter pour catalyser une réaction en chaîne de refus contre l'ordre néolibéral. Mais nous devons résister et trouver la foi que la résistance en vaut la chandelle, car nous ne pourrons pas immédiatement modifier la configuration du terrible pouvoir en place. Et dans cette longue guerre, une communauté qui nous soutient émotionnellement et matériellement sera la clé d'une vie de défiance. Le philosophe Théodore Adorno a écrit que la préoccupation exclusive avec les égocentrismes personnels et l'indifférence à la souffrance des autres, au-delà du groupe auquel on s'identifie, est ce qui a finalement rendu le totalitarisme et les génocides possibles. L'incapacité de s'identifier aux autres est sans conteste la plus importante composante psychologique qui fait que des atrocités peuvent se produire autour des gens plus ou moins civilisés et innocents. L'indifférence au sort d'autrui et l'élévation suprême de soi est ce que l'État-entreprise cherche à nous inculquer. Il utilise la peur, ainsi que l'hédonisme,
pour contrecarrer la compassion humaine. Nous devons continuer à combattre les mécanismes de la culture dominante, même si ce n'est que dans le but de préserver notre humanité, à travers de petits, voire de minuscules actes. Nous devons résister à la tentation de se replier sur soi-même et d'ignorer la cruauté se trouvant de l'autre côté de notre porte. L'espoir demeure dans ces actes de défiance, souvent imperceptibles. Cette défiance, cette capacité de dire non, c'est exactement ce que les psychopathes contrôleurs de nos systèmes de pouvoir cherchent à éradiquer. Tant que nous serons prêts à défier ces forces, nous aurons une chance. Ce n'est pas pour nous-mêmes, du moins, ce sera pour ceux qui suivent. Tant que nous défierons ces forces, nous demeurerons en vie. Et pour l'instant, c'est la seule victoire possible. Alors, je parle de ça parce que vous allez voir autour de la pause, on va revenir avec ça. On se retrouve avec des cas de fraude électorale qui deviennent de plus en plus évidents en Amérique. Au départ, c'était aux États-Unis avec ces fameuses machines à voter électroniques. Des cas flagrants de fraude électorale aux États-Unis. Dans le cas de Ron Paul, on va en parler. Puis là, vous avez au Canada un nouveau scandale qui vient d'arriver. Alors, ici, on parle de 31 000 plaintes qui ont été déposées dans ce qu'on appelle le scandale des robocalls. Alors, vous avez le Parti conservateur de Stephen Harper qui ont décidé de jouer sale, un peu comme à la Bush, et puis en tout cas, d'influencer le résultat des élections. On parle de fraude électorale ici. On a utilisé des systèmes d'appel pour rendre confus les gens qui étaient pour se rendre au vote. Alors, on les a dirigés vers des centres d'autres places, en réalité, que les lieux où se tenaient les votes. Et puis, ça s'est passé dans les élections de 2011. Et on se rend compte que, surtout par la réaction des conservateurs, qu'on vient de toucher un point très sensible. Les conservateurs qui se défendent très agressivement contre cette affaire. Mais écoutez, on se rend compte que la situation était vraiment plus répandue qu'on le pensait. Alors ça, c'est en train de continuer de se développer ici au Canada. Alors voilà, donc on va faire une petite pause et puis on va revenir après la pause. On va continuer de parler des élections et puis un peu de cet état totalitaire inversé dans lequel on est plongé, qui continue de se développer sous nos yeux. Alors vous êtes de retour de la pause. Alors écoutez, oui, on continue avec cette fameuse histoire de la fraude électorale aux États-Unis. Vous allez trouver plusieurs articles, là, on va passer ça assez vite, là, mais on a des résultats qui ont été maintenant publiés. Écoutez, là, c'est assez évident là maintenant, là, je veux dire, on peut plus se le cacher. Là, il y a eu de la fraude, vous savez, dans cette course à la nomination d'un candidat à la tête là, du Parti républicain aux États-Unis. On a carrément volé des élections. Alors, ces gens-là se promènent d'une région à l'autre aux États-Unis, font le tour, puis là, il y a des votes, et puis c'est comme ça qu'on arrive à trouver finalement le candidat qui va être à la tête du Parti républicain pour confronter Obama dans les prochaines élections de l'automne qui s'en viennent aux États-Unis. Et puis, écoutez, on a des preuves qu'on a eu de la fraude électorale, dont au Maine, et puis dans d'autres, écoutez, là, ici, on parle de Ron Paul là, on parle des votes qui ont été comptés publiquement là, dans le caucus de Belfast au Maine. Ron Paul qui avait reçu 8 votes, Rick Santorum 7, Mitt Romney 5 et puis les indécis 2. Alors que dans les résultats officiels qu'on nous a donnés, qui étaient réellement frauduleux, alors on avait déclaré que Mitt Romney avait ramassé c'est-à-dire 9 votes, Rick Santorum 5 et puis Ron Paul 2. Donc on a assisté étrangement à plein de décomptes secrets. Et puis là, à toutes les fois qu'on avait un décompte secret, c'était d'autres candidats que Ron Paul qui arrivaient. Puis partout, on a eu des décomptes qui ont été faits publiquement. Là, c'est Ron Paul qui les remportait. Alors, vous voyez, à un moment donné, il y a quelque chose qui marche pas, là. Vous avez aussi des vétérans de guerre et puis des gens de l'appareil militaire américain, des soldats qui ont marché à Washington pour supporter la campagne de Ron Paul. Et puis les médias ont évidemment évité d'en parler parce que, je veux dire, écoutez, là, les vrais patriotes supportent la personne qu'on ne doit pas parler, la personne qui vraiment veut terminer, mettre fin à les guerres, fermer les bases militaires partout à travers le monde, fermer la Fed. On parle de, je veux dire, une vraie révolution, le Ron Paul. Alors, donc,
Alors là, vous avez la Cour suprême de Washington qui a rendu un jugement ici qui dit que c'est OK pour les candidats de mentir. Alors imaginez même la Cour aux États-Unis approuve le mensonge. Alors il y a vraiment plus de doute là-dessus. Donc toutes sortes de trucs comme ça, des votes qui ont été comptés en excès dans le county de Clark au Nevada. Donc là, écoutez, on se retrouve avec un grave problème. En réalité, ce qui arrive, c'est que là, le doute a été semé. C'est-à-dire que là, les résultats de ces votes-là n'ont plus aucune crédibilité. Donc, si le gouvernement ne peut pas prouver la précision, l'honnêteté, puis la justesse de ces élections-là, à travers lesquelles il réclame une autorité sur le peuple, eh bien, disons-le, le peuple n'a aucune obligation, moralement ou légalement, d'obéir à ce gouvernement-là, de payer ses comptes ou d'envoyer leurs enfants mourir dans des guerres qui sont parties par ce gouvernement-là. Donc, vous allez voir toutes sortes d'articles comme ça où on parle de fraude officielle ici au Nevada. On a eu plus de 900 voteurs, des gens qui sont décédés, qui apparemment auraient voté, alors contre Ron Paul, évidemment. Vous avez d'ailleurs l'attorney général en Caroline du Sud qui a informé le département de la justice de ces fameux voteurs qui sont morts. Alors on a trouvé plus de 953 votes qui auraient été écrits par des gens qui sont décédés. Alors imaginez, là, c'est quand même assez incroyable. Des gens qui ont voté après jusqu'à 6 ans après leur mort. Alors imaginez, là, je veux dire, c'est ça là, aux États-Unis. Là, je veux dire, c'est pas des farces là. Donc, on se retrouve avec une situation très, très grave aux États-Unis où on a des élections qui sont carrément volées, frauduleuses. Vous avez l'establishment du Parti républicain qui veulent exclure Ron Paul de la CPAC, alors c'est des événements là, justement où les gens peuvent se mettre des débats entre candidats. Alors, on peut se mettre en valeur et puis on n'invite simplement pas Ron Paul à y participer. Alors, allez voir ça. Vous avez les quartiers généraux de Ron Paul qui ont été attaqués il y a une couple de semaines. Vous avez un film qui s'appelle Hacking Democracy. C'est un documentaire, c'est en anglais, mais je vous suggère énormément de le voir. Ça vous explique un peu la situation aux États-Unis, qu'est-ce qui se passe avec ça et toute la fraude électorale qui se passe. Donc, plusieurs nouvelles comme ça. On parle aussi des autres corrompus, là, de Santorum et puis Gingrich et puis tout ça. Alors, vous allez trouver plusieurs nouvelles par rapport à ça. Donc, ouais, on s'étendra pas plus là-dessus, là, réellement. Vous allez voir les banques qui supportent les autres candidats, les lobbies sionistes, évidemment, full pin, comme on dit, et puis... Donc, une multitude de nouvelles comme ça. Donc, c'est à peu près ça. Et puis, ben, pour poursuivre un peu dans cette branche-là, ben, comme je disais un peu avant la pause, on a notre situation ici au Canada où on a nos fameux conservateurs néocons, alors les néoconservateurs pro-sionistes, droite religieuse, qui poussent plus loin leur folie, alors leur vraiment schizophrénie d'État policier, surveillance, Big Brother. Et puis, ça continue de plus belle. Alors, vous avez le projet de loi C-30 qui, en fait, est une tentative du gouvernement, en fait, des gouvernements même du monde, parce que c'est pas justement ici que ça se passe, mais un peu partout. Alors, on essaye de prendre contrôle de l'Internet en rendant légal par les forces de la loi de requérir, de mettre la main sur votre information personnelle de la part des services de télécommunication, sans mandat, sans jugement, sans en fait l'autorisation de la Cour ou quoi que ce soit. Donc là, ici, ben, j'en ai parlé un peu la semaine passée de ça, c'est le projet de loi C-30 qui veut protéger les enfants des prédateurs, des pédophiles sur l'Internet, mais qui en réalité donne des pouvoirs extrêmement graves aux autorités canadiennes. Donc, on a besoin de la mobilisation des gens pour s'opposer à cette affaire-là. Alors, il faut continuer de s'informer puis de s'opposer fortement contre ces folies-là. Vous avez le Congrès américain qui a passé une loi anti-manifestant assez autoritaire. Alors, c'est une loi qui a été passée lundi passé par les représentants de la Chambre, la US House of Representatives, alors les représentants de la Chambre
des représentants là, des États-Unis. Alors, écoutez, ça c'est le Sénat en réalité. Là. Finir par le dire. Et puis là, écoutez, on va faire une félonie, donc une offense criminelle sérieuse, punissable par des termes assez longs d'incarcération pour quiconque participerait dans des des manifestations qui sont associées avec les gens de Occupy Wall Street qu'on a connu l'année passée. Donc là, ça commence à être assez incroyable. Alors, on va criminaliser ça. Vous avez Windows 8 qui va avoir ce qu'on appelle une kill switch. Alors, ça va être, si vous voulez, un genre d'interrupteur. On va pouvoir, ça va faire partie du système d'opération de Windows numéro 8 qui, finalement, devrait permettre à des gens à distance d'enlever, d'effacer finalement des softwares ou d'éditer des codes sans la permission de l'utilisateur. Donc, vous voyez qu'on commence à jouer dans vos affaires même à distance. Votre ordinateur, vous l'avez acheté, mais il vous appartient pas. On peut venir à l'intérieur et puis faire des changements comme on veut. On va rendre ça légal. Puis c'est assez incroyable. Là, vous avez ça c'est assez incroyable aussi, les agences de police aux États-Unis qui vont commencer à utiliser les drones dans 90 jours. Alors j'en parlais aussi l'émission passée. Ben là, écoutez, vous avez une pièce de législation qui vient juste d'être signée par le président Obama, qui donne l'ordre à la Federal Aviation Administration aux États-Unis d'ouvrir les ciels à ces fameux drones contrôlés à distance à l'intérieur des 3 prochaines années. Mais en fait, ça va commencer dans 90 jours avec la police. Alors, ils vont recevoir l'autorité d'utiliser des drones de moins de 4,4 livres, alors c'est environ 2 kilos, une altitude de 400 pieds, alors évidemment, on a des mesures impériales encore, alors à peu près 130 mètres, quoi. Et puis là, on dit que graduellement, tous les drones vont être permis d'ici le 30 septembre 2015. Alors voilà pour l'État totalitaire qui s'installe de plus en plus, là. Bonne nouvelle ici, c'est un outil de Mozilla, le fabricant de Firefox, qui ont mis en place un nouveau add-on qui appelle, alors c'est un genre de jeu, un outil, là, une application que vous pouvez ajouter et puis qui en réalité va vous avertir de tout le monde, en fait de quiconque vous observe vos allées et venues sur Internet, qui enregistre des cookies et puis qui finalement vous suivent à la trace. Donc, c'est quand même assez pratique. Alors, il y a des moyens de résister. Hein? Ensuite, vous avez le Congrès qui a déclaré une chose aussi stupide que l'Iran est en train d'armer les cartels de drogue mexicains et puis qu'on transige de la drogue à l'intérieur des États-Unis. Ben oui, évidemment. Alors, vous avez la House Panel qui a passé un projet de loi. En fait, pas un projet de loi, mais c'est un document qui disait que justement l'Iran est en train d'armer ces fameux cartels de drogue mexicains et puis qu'il incite à la violence à la frontière et puis que on amène de la drogue à l'intérieur des États-Unis utilisant des tunnels, des narco-tunnels qu'on appelle très sophistiqués du Hezbollah. Alors c'est assez incroyable là, la propagande du gouvernement américain. Hein, je veux dire, à un moment donné, là, ça commence à faire dur, ça commence à être pas mal sans dessin. Toujours aux États-Unis, on a ce fameux projet de loi HR 347, qui est un autre assaut contre les droits des Américains et qui a été passé sans qu'à peu près personne s'en aperçoive. Donc, qui viennent encore limiter les libertés civiles de la population. Alors on appelle ça Federal Restricted Buildings and Grounds Improvement Act 2011, qui apparemment, selon l'information que j'ai, viennent juste d'être passés. Et puis ceci ferait une offense fédérale avec une peine d'emprisonnement d'au moins 1 année pour n'importe quelle personne qui ne serait pas autorisée, qui entrerait sur les prémices d'un bâtiment ou sur le terrain où se trouveraient les services secrets
Et puis, écoutez, c'est assez incroyable là, parce qu'évidemment qu'on parle, ça peut être même lors d'un événement désigné comme étant un événement spécial d'une signification nationale. Alors, ça voudrait dire en d'autres mots qu'il serait maintenant une félonie d'avoir, par exemple, une manifestation proche de candidats présidentiels ou proche, par exemple, d'une tête d'État qui visite, comme, mettons, Benjamin Netanyahu. Alors, vous le savez pas, les services secrets se trouvent être là, vous êtes là, vous manifestez, et puis là, ça devient une félonie, puis on peut vous mettre en prison. Quand même assez particulier, là. Ouais. Si ça, c'est pas une tyrannie, je veux dire, je sais pas c'est quoi, là. Vous allez voir les documents officiels, vous avez tous les liens par rapport à ça. Allez vous informer, c'est quand même assez inquiétant. Vous avez le directeur du FBI qui a déclaré ici que le hacking va remplacer le terrorisme comme étant l'inquiétude numéro un de la nation aux États-Unis. Alors, réellement, vous allez voir, on va porter la guerre contre la population. En fait, on va mener une guerre sur Internet. Ça va être une cyberguerre contre l'information, les bloggers, ainsi de suite. Vous avez la Cour aussi aux États-Unis, la Cour fédérale, qui ont légalisé l'extraction d'ADN forcée sans mandat. Alors, maintenant, la police peut arriver chez vous, vous arrête sur la route et puis on vous force à prendre un prélèvement d'ADN. Et puis, on garde ça dans des grandes banques de données. Alors, ça, c'est pas de quoi qui est nouveau, mais ça continue de se poursuivre. Et puis là, on tombe dans des nouvelles un peu plus actualité mondiale où on apprend ici, ça c'est l'admiral Willard qui a déclaré que les Américains possèdent des troupes en sol indien. Alors, ça c'est assez particulier aussi. On se demande d'ailleurs où il n'y a pas de troupes américaines de déployer. En réalité, je pense qu'il y a à peu près seulement qu'en Corée du Nord, en Iran, peut-être en Russie, en Chine, qu'on n'a pas encore de troupes américaines déployées. Mais réellement, on commence à avoir des troupes un peu partout. Et puis là, on parle ici de l'Inde. Vous avez le Pentagone qui a confirmé aussi qu'on a déployé des troupes américaines dans la ville de Aden, dans le sud du Yémen. Alors, vous avez des officiels du Pentagone qui ont confirmé qu'on a des security teams, alors des équipes de sécurité des forces américaines, et qui sont d'ailleurs, qui ont été l'objet d'attaques par les loyalistes de Ansar al-Sharia dans le sud du Yémen. Alors, on se retrouve encore des interventions directes, militaires, dans une multitude de pays. Alors, vous en avez encore un exemple très clair ici. Et puis, c'est ça, on continue de supporter des régimes brutaux et dictatoriaux dans ces pays-là. Mais parce que c'est nos bodies, eux autres, ils sont corrects. Quand c'est pas nos bodies, comme en Libye, puis en Syrie, puis en Iran, là, il faut les renverser. Mais vous avez les États-Unis qui sont dans ces pays-là. On parle ici du Yémen, on parle en Inde encore un peu moins, là, mais je veux dire, on sait ce que les troupes ont fait en Somalie, puis au Yémen, au Pakistan, en Iran, même déstabilisation, on tue du monde, on encourage des groupes terroristes, ainsi de suite. Alors, on se retrouve avec une multitude de situations comme ça dans le monde où les forces américaines sont carrément déployées et où on intervient, on tue des gens, on a des attaques avec ces fameux drones où on tue des civils. Écoutez, on fait des assassinats extrajudiciaires dans d'autres pays. Alors, c'est quand même assez incroyable, là. Donc, voilà, donc on supporte ça, mais c'est nos buddies, c'est nos amis, écoutez, fait que ces gens-là, c'est correct, on les supporte. Vous avez la Grande-Bretagne qui est accusée d'ailleurs de mettre la main sur le pétrole somalien. Alors on dit que l'Angleterre est engagée dans un genre de vol du pétrole somalien, caché sous un aide humanitaire encore là, puis d'assistance pour assurer la sécurité. Alors, c'est tout le temps la même affaire. C'est un peu ça comme je vous parlais un peu plus tôt de fameux totalitarisme inversé. Alors, c'est tout le temps sous de belles bannières que finalement on vient puis on reproduit
réellement une attitude colonialiste, impériale qu'on n'a pas vue depuis longtemps, qui en fait est très brutale. Pour chaque supposée réponse humanitaire dans le monde, spécialement dans les pays pauvres, ça n'a rien à voir avec des désirs humanitaires, mais tout à voir avec le contrôle des ressources, de l'argent de la Banque centrale. Hein? Donc, là, vous avez d'autres articles qui parlent justement de plusieurs gens au Bahreïn qui ont été blessés à cause des fortes répressions du régime en place. Et là, un autre article qui parle ici de la princesse du Bahreïn qui a été accusée de torturer des détenus. Alors, mais écoutez, c'est un régime qui est supporté par les États-Unis. Alors, il n'y a pas de problème, c'est des amis. Fait que, de toute façon, nous autres, ici, on torture aux États-Unis, là, je veux dire, pas de problème, là. Je veux dire, quand c'est nous autres qui pratiquent la torture, c'est correct. C'est juste quand c'est les autres, c'est pas correct. Donc, c'est ça. C'est une attitude qui indique que ces gens-là croient que quand ils pratiquent la torture, alors qu'ils peuvent le faire avec une impunité complètement absolue, hein? Complètement libérés, je veux dire, sans aucune conséquence. Donc, mais après ça, ils s'en vont dans le monde comme étant des policiers moraux. Ben ouais, je veux dire, à un moment donné, là. Donc, ouais, comportement intolérable, mais qui continue de se produire dans un paquet de nations comme ça. Donc, je tenais à vous montrer un paquet d'articles comme ça qui parlaient de ce truc-là. On détient des Africains comme dernière, si vous voulez, un dernier effort de faire Israël une ethnocratie. Alors, c'est des gens qui cherchent refuge, en fait, c'est des réfugiés africains qui ont fui leur pays, comme l'Érythrée, le Soudan, et qui sont accueillis en arrivant en Israël par un gouvernement hostile qui leur offre aucun support ou protection, mais qui en réalité a tendance à les mettre en prison. Cette tendance-là a été cimentée au mois de janvier dernier, alors qu'on a eu une loi qui s'appelle, c'est la Prevention of Infiltration Law de 1954, qui a été amendée pour qu'on puisse détenir des réfugiés sans procès pour 3 ans ou de façon indéfinie s'ils sont en provenance d'un pays ennemi comme le Soudan. C'est incroyable. Alors ces gens-là viennent comme des réfugiés. Ils ont besoin d'être aidés. Et puis la seule démocratie, le plus meilleur pays au Moyen-Orient, Israël, vous montre leur approche vraiment humanitaire à ce problème de réfugiés. Puis ça continue dans ce pays-là. Anyway, au mois de février, Israël, vous avez les fameux colons juifs, l'armée israélienne on produit plus de 145 attaques contre les civils palestiniens. Alors, vous voyez, ça continue. On s'en prend à des civils, des gens, on déracine des oliviers, on prend possession des terres. Écoutez, 1169 avions oliviers qui ont été déracinés. Donc, ça, c'est le revenu de base des Palestiniens. Alors, on leur enlève même toute possibilité de subsistance. Les troupes israéliennes qui ont fait un raid sur des stations de TV en Cisjordanie. Donc, on attaque, écoutez, des réseaux de médias. Alors, c'est vraiment fantastique de voir ça. Et puis, vous avez même les forces de sécurité israéliennes qui ont même vaporisé un genre de liquide extrêmement puant, nauséabond, sur des gens, en fait, qui marchaient le long d'une rue, en fait, des Palestiniens, qui étaient en pleine procession funéraire à Hébron. Alors, vraiment, là, ça vous donne un peu une idée de la moralité de ces gens-là. Là, on apprend ici d'un média britannique qui a déclaré que les États-Unis ne donnent pas que 3, 4 ou 5 milliards de dollars par année à Israël comme aide financière, mais probablement plus de 100 milliards par année. Alors, je ne sais pas jusqu'à quel point cette information-là est vérifiée ou vérifiable, là, mais on dit que finalement, les États-Unis donnent pas mal plus que ce qu'on dit là, publiquement. Là. Donc, c'est incroyable. Là. Je dis, ça commence à faire pas mal d'argent. On parle de à peu près 111 milliards de dollars. Là. C'est 70 milliards de livres sterling. Là. Donc, allez-y avec le taux de change. Là.
Donc, imaginez, ça commence à faire pas mal d'argent. Ensuite, ben, vous avez toute cette histoire aussi qui se déroule avec la Russie. Donc là, on est en train d'essayer de miner Poutine, hein, Vladimir Poutine, avec les élections puis tout. Donc là, ben oui, on est en train de présenter Poutine comme étant le prochain Satan. C'est assez incroyable. On l'accuse de fraude électorale, alors que la fraude électorale est aux États-Unis même. Mais bon, alors on fait tout pour essayer de démoniser, le discréditer, ainsi de suite. Alors, vous allez voir ça. Et puis, on a même vu des nouvelles qui parlaient des forces spéciales qui ont réussi à empêcher une tentative de meurtre contre Vladimir Poutine. Imaginez, on dit que les autorités ont réussi à faire tomber, en fait, à contrecarrer les plans d'un plan terroriste d'assassiner Vladimir Poutine. Alors, c'est quand même assez incroyable. Là, ils ont découvert une bombe qui était censée détenir dans son appartement. Donc, voilà, quand même assez particulier. Et puis là, vous avez un oligarque russe, Berezovski, qui a déclaré que Poutine va terminer comme Kadhafi. Alors, oui. Donc, on en veut à Poutine. Hein? Est-ce que les banquiers seraient en train d'essayer de voler les élections en Russie pour essayer de chasser Poutine ou ainsi de suite? Ben, écoutez, depuis en fait, depuis bien des décennies, en fait, depuis les bolcheviks, on se retrouve avec quelqu'un qui a réussi à mettre dehors les oligarques financiers et puis les fameux sionistes qui contrôlaient largement l'économie de la Russie. Puis ça fait pas l'affaire. Et puis ça fait d'autant plus l'affaire qu'on se retrouve avec la Russie aussi qui se met dans le chemin des plans impériaux des néocons / sionistes au Moyen-Orient et en fait de faire tomber les régimes en Syrie et puis en Iran. Avec là vous avez la Chine et puis la Russie qui s'opposent fortement à ça, puis là ça fait vraiment pas l'affaire de l'élite mondiale. Alors on va essayer de faire tomber Vladimir Poutine. Alors vous avez plusieurs nouvelles qui parlent de ça, ça va être à garder en tête et à surveiller aussi. Donc plusieurs nouvelles comme ça qui viennent un peu corroborer un peu ce que je parle depuis plusieurs semaines par rapport au fait que il y a beaucoup de fraude électorale, de mensonges. On vit dans un monde qui est fabriqué de toutes pièces. Les médias qui nous mentent, les cours même qui ont rendu des jugements que les médias n'ont aucune obligation de nous rapporter la vérité. Même affaire pour les candidats politiques, ils peuvent mentir, c'est légal, c'est des jugements en cours. Vous avez une nouvelle ici de Fox News qui sont sur la défensive après qu'ils ont fait prendre la main dans le sac à éditer une vidéo étudiante et puis la faire apparaître comme si les étudiants étaient en train de supporter un personnage qui s'appelle John Bolton aux États-Unis, qui est un autre Mongol là, assez grave. Mais finalement, c'est qu'on a manipulé carrément, on a édité la vidéo et puis on a essayé de la faire passer comme un authentique. Alors, c'est comme ça qu'on fonctionne. C'est pas la première fois que les grands médias se font prendre. Si vous êtes des habitués de l'émission, vous en avez entendu plusieurs exemples. Vous avez un autre média ici qui a mangé une méchante volée, c'est le fameux scandale des hacking des téléphones par écoutez, la James Murdoch, là, la compagnie News International. Alors, on dit que c'est probablement le cas de corruption corporatif, un des plus importants en réalité depuis 250 ans en Angleterre. Alors, on dit que ce truc-là vraiment allait même au plus haut niveau du gouvernement. Alors, un truc quand même assez incroyable. Vous avez James Murdoch qui a quitté son poste de patron de News International. Parce que là, ça continue de brasser bien gros, là, ce scandale-là. Alors, lui est dans l'eau chaude totale. Vous avez la CIA qui admet utiliser les nouvelles pour manipuler les États-Unis. Alors, ça aussi, c'est de quoi qui vous devez comprendre qui est constamment fait. Vous devez comprendre que toutes les fois que vous entendez une histoire qui vient d'un des réseaux majeurs de nouvelles et qui a une implication sur, si vous voulez, la politique étrangère ou intérieure des États-Unis, soyez assurés, chers auditeurs, que vraiment, au minimum, ces informations-là ont été passées au peigne fin par la CIA avant d'être relâchées sur les réseaux publics. OK? Puis c'est pas des histoires de conspiration encore, là. Je veux dire, c'est vraiment de la façon que ça fonctionne. La CIA ici qui a déclaré, en fait, c'est un... oui, c'est ça, c'était quelqu'un de la CIA. Non, c'est quelqu'un...
quelqu'un de l'Agence nucléaire des Nations Unies, là, l'Agence d'énergie atomique internationale, qui ont déclaré que, en fait, eux autres, ils collaborent de façon très très proche avec les agences d'espionnage du monde, incluant en fait l'Iran, en fait, depuis plusieurs années. Ça, c'est déclaré par l'ancienne tête de cette agence-là, Hans Blix, qui a déclaré ça à RT. Donc, vous avez ici d'autres nouvelles en Syrie, NATO et puis les États-Unis qui sont derrière les tueries de civils en Syrie. Là, vous avez des nouvelles qui parlent de plus en plus de ça. Là, la Syrie, on va y revenir aussi. Là. Israël qui apparemment aurait ruiné les plans iraniens de produire une bombe nucléaire. Alors, ça aussi, c'est probablement une belle pièce de propagande. Alors, on dit ici qu'Israël aurait supposément déjà détruit des sites nucléaires iraniens. Et puis, que les préparations pour une attaque militaire contre Téhéran étaient très avancées. Donc, on essaie de nous faire croire en des affaires de même. Comme quoi que, ben oui, l'Iran avait bel et bien un programme militaire nucléaire. Alors, c'est incroyable. En réalité, là, disons-le, il y a encore des inspecteurs qui sont passés, des inspecteurs internationaux en Iran. Et puis jusqu'à maintenant, là, je veux dire, on va dire bien franchement, là, il n'y a personne qui a été capable de trouver des évidences ou des preuves démontrant que l'Iran essaye de se procurer des bombes nucléaires ou essaye d'enrichir l'uranium à des niveaux nécessaires pour produire une bombe nucléaire. Parce que, je veux dire, ils essayent de vous prendre pour des épais à la télévision, puis ils vous disent que l'Iran enrichit des matières radioactives comme en fait l'uranium. Sauf que ce qu'on vous dit, c'est dans les nouvelles, c'est que ça, c'est que on sait que les Iraniens enrichissent l'uranium, et ainsi de suite, blablabla. Mais ce qu'on vous dit pas, c'est que pour produire des isotopes radioactifs médicaux, on a besoin de l'enrichir à 20%. Donc, on est bien loin des 95% qui sont requis pour enrichir l'uranium, pour en arriver à une qualité militaire, pour produire des têtes nucléaires, ok? Donc, puis je veux dire réellement, là, pour passer de 20 à 95% d'enrichissement, chers amis, là, c'est pas une simple opération, là, c'est très très pointu. Donc, faut tout le temps rester là extrêmement critique et puis surtout de continuer à s'alimenter d'informations le plus juste possible pour vraiment apprécier là, ce qui se passe dans toute sa pleine dimension. Donc, toutes sortes de propagande. Ici, on parle encore du supposé dossier de Bin Laden. Là, on essaye évidemment d'effacer toutes les traces pour pas qu'on soit capable de défaire cette autre fantaisie complètement farfelue, disons-le, de l'histoire de Bin Laden et puis de sa supposée mort par une équipe spéciale américaine. Alors, on a détruit le supposé endroit où on l'aurait découvert au Pakistan, Abbottabad. Alors, ben oui, là, écoutez, une sorte de trucs comme ça. Et puis, ben là, on parle encore de torture. Ici, vous avez quelques nouvelles. Un des architectes de la torture de l'ère de Bush, maintenant, a appelé pour la détention indéfinie des Américains. Alors, ça, c'est Stephen G. Bradbury, l'ancienne tête du département de justice, a déclaré, lui, qu'on devrait être capable, ça devrait être normal, ça devrait être légal aux États-Unis, d'avoir un gouvernement qui peut déclarer à n'importe qui un potentiel terroriste et puis de l'enfermer de façon indéfinie sans aucun recours légal. Sans aucun recours légal. De façon indéterminée. Est-ce qu'on parle d'un gouvernement, d'un système totalitaire? Est-ce que vous commencez à comprendre un peu ce qui se passe? Même affaire du côté d'Angleterre, où aussi on a des nouvelles révélations
qui montre que le MI6, l'agence d'espionnage britannique, a coopéré avec leur père américain, la CIA, dans des programmes de rendition extraordinaires et puis de torture à travers le monde. Donc voilà qui sont les vrais terroristes. Voilà. Vous avez les États-Unis qui ont admis avoir arrêté le chef de l'Al-Qaïda, mais qui n'avait aucun lien avec l'Al-Qaïda. C'est incroyable. Alors, voyez encore là, c'est vraiment n'importe quoi. Fait que, tu sais, imaginez un gouvernement qui arrive, qui publie des faussetés, des mensonges totaux, où on dit que on a arrêté la tête de l'Al-Qaïda, alors que le gars, finalement, de leur propre aveu, n'a aucun lien avec l'Al-Qaïda. Ben, imaginez après ça comment on devrait être concerné par le fait que là, ils demandent le pouvoir de détenir les Américains de façon indéfinie, juste parce qu'ils le demandent, de prendre des prélèvements de votre ADN, de vous tracer, de mettre des détecteurs de mouvement, GPS en dessous de votre char, en dessous de votre voiture, sans mandat, et ainsi de suite. Je veux dire, écoutez, là, ça commence à être assez grave, là. Donc, ça continue. Ici, vous avez un expert antiterroriste du FBI qui a déclaré que la TSA, la Transportation Security Administration aux États-Unis, qui est responsable de la sécurité dans une grande partie des aéroports américains, est complètement, finalement, n'est pas utile du tout. Pour dire vraiment le moins, là, je veux dire, aucune utilité. Donc, réellement, cette agence-là n'est pas là pour assurer la sécurité des Américains, mais plutôt pour effacer la liberté des Américains, hein? Donc la liberté de déplacement, de voyage, et ainsi de suite. Donc là, vous avez un paquet de nouvelles comme ça, là, ici quand même assez importante à aller voir. Voyons voir, avec la Chine, vous avez le Tiangong numéro 1 qu'on a déclaré prêt à accueillir des astronautes. Alors, on va bientôt voir, on va bientôt assister au premier voyage spatial de la Chine. Alors, ça s'en vient, ça, là. Les Chinois s'en vont dans l'espace. Et puis, évidemment, ça fait peur aux Américains. La Chine est une menace pour leur hégémonie. Alors, vous avez une nouvelle ici qui parle du Pentagone, qui a déclaré qu'ils savent, eux autres, que la Chine va être leur plus grand ennemi, hein, commençant en 2017. Ben ouais. Alors, vous avez la Banque mondiale, eux autres qui ont fait des prévisions assez sobres sur le futur économique de la Chine. Ils ont produit un rapport disant que sans réforme, la seconde économie la plus importante du globe va souffrir une perte de vitesse assez marquée d'ici les 20 prochaines années. Alors, ça reste aussi là à voir. Donc, c'est à peu près ça, là. Il y a quelques petites nouvelles quand même assez particulières ici à aller voir. Et on a mis en place, en fait, on a fabriqué un genre de fusil qui rend la liberté d'expression très difficile. Pourquoi? Ben parce que c'est un genre de microphone directionnel qui, un coup dirigé vers quelqu'un qui parle, en fait, fait en sorte qu'il y a un genre de délai de 0,2 secondes dans le genre de réverbération de la voix. Et puis, ça fait un genre d'effet que les psychologues appellent le Delayed Auditory Feedback, qui a été longtemps connu pour interrompre le langage. Donc, c'est un peu comme si, tu sais, quand on utilise Skype, là, puis on entend un peu comme notre voix cacane là, qui revient en background là, quelques secondes après qu'on ait parlé, là, ben, ça fait un peu cette affaire-là. Alors, on met en place carrément des systèmes, ça vient des États-Unis, là, des petits bidules électroniques pour justement essayer de faire ma gueule aux gens. Donc, bravo pour la démocratie, là, la liberté d'expression. Une nouvelle évidence qui suggère que les chasseurs de l'âge de pierre auraient découvert l'Amérique en partance de l'Europe. Alors, on a fait des découvertes archéologiques qui suggèrent que les Amériques ont été découvertes en premier par les gens de l'âge de pierre en provenance de l'Europe 10 000 ans avant les ancêtres de la Sibérie, dont les Amérindiens sont les descendants. Alors, peut-être qu'il va être temps qu'on commence à effacer cette supposée histoire, en fait, qui est une fausse histoire de Christophe Colomb, et ainsi de suite. Là, réellement, là, ces gens-là étaient vraiment pas les premiers à arriver en Amérique. Et puis, on a des bonnes raisons de croire que même les Chinois
avait fait le voyage en bateau il y a plusieurs, en fait, au moins 1000 ans ou 2000 ans, si je me rappelle bien, au moins 1000 ans en tout cas. Alors, Christophe Colomb, là, c'est pas lui qui a découvert le Nouveau Monde, là, ça, je peux vous passer un papier à propos de ça. L'ancien président Bill Clinton, il fait partie des nominés pour prix Nobel, ben oui, alors après Al Gore, Obama, toute cette gang de clowns-là, et ben là, vous avez Bill Clinton qui pourrait recevoir ce fameux prix Nobel. Et puis, Bill Clinton, n'oublions pas, est le gars qui a lancé des attaques aux missiles contre des mosquées en Afghanistan, puis contre une manufacture d'aspirine au Soudan, seulement pour empêcher les reporters dans le temps de parler du fameux scandale de Monica Lewinsky, le jour qui était censé de donner une audition au Congrès. Donc, vous voyez plein de manipulations comme ça continue, donc c'est quand même assez incroyable. Eh bien, on continue avec le dernier tronçon de l'émission. Alors, on a encore sur la table plusieurs pays. Alors, on va y aller avec l'Afghanistan. Quelques petites nouvelles rapides. Pentagone ici pourrait mettre ce qu'on appelle des JSOC. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Sous les services secrets de la CIA en contrôle d'ici 2014 en Afghanistan. Bon, c'est quoi ça veut dire? C'est que vous avez des officiels au Pentagone qui laissent flotter l'idée de mettre en place en fait des forces d'opération spéciales d'élite sous le contrôle de la CIA en Afghanistan après 2014 selon des sources rapportées par AP. Alors si le plan était pour être adopté, le gouvernement américain sera alors capable d'officiellement dire qu'il n'y a plus de troupes en Afghanistan. Parce qu'en réalité, ces équipes d'opérations spéciales seraient assignées à la CIA et seraient traités comme étant des espions. Alors, étant donné qu'ils seraient catégorisés différemment, alors cela pourrait faire passer des troupes pour des espions et puis tout simplement finalement induire les gens en erreur. C'est un peu ce qu'on a fait en Irak en même affaire, qu'on a dit qu'on a retiré les troupes là, alors qu'on a des dizaines et des dizaines de bases militaires permanentes américaines dans le sol irakien. Je veux dire, après ça, de vous faire croire qu'on a quitté le pays, puis que les troupes américaines sont parties, puis que c'est plus une occupation militaire à un moment donné, là, hein, il faut arrêter de croire des balivernes. Une nouvelle ici qui parle que ça coûte 850 000 $ américains pour déployer un seul soldat en sol afghan par année. Ensuite, une autre nouvelle qui parle de 2 soldats américains qui ont été tués dans des échanges de coups de feu avec des soldats afghans. Et ce qui amène un total de 6 Américains qui ont été tués depuis qu'on a brûlé les Corans, hein, vous vous rappelez là, et de ça fait à peu près 2 semaines en Afghanistan. Et puis vous avez un autre ici, raid aérien de l'OTAN qui a tué des civils afghans, incluant des enfants, encore une fois. Alors ça continue, 3 pertes de vie ici dans ce cas-là. Ensuite, on a la RAF, c'est les forces spéciales britanniques qui ont été accusées de couvrir, en fait, de dissimuler environ 60% des attaques aériennes faites par des drones. Alors en Afghanistan, un programme évidemment très controversé. Alors c'est pas juste les Américains qui servent de ces attaques par des drones. En plus, on dissimule ces faits-là. Le secrétaire de la Défense, Robert Gates, lui qui a déclaré qu'il serait probablement prématuré de changer la stratégie en Afghanistan. Alors lui, il dit que tout va bien aller là-bas, il n'y a aucun problème. Alors, on se demande comment ça se fait que ces gens-là puissent commencer à parler de changements prématurés dans la guerre en Afghanistan. Écoutez, ça fait 10 ans que la guerre dure là-bas. Là. Je veux dire, comment pensez-vous gagner une guerre d'ici 2014, une guerre que vous avez déjà perdue d'avance, là? Je veux dire, c'est une guerre qui ne peut pas être gagnée militairement. Poser la question aux vétérans de l'ancienne Union soviétique après leur invasion et l'occupation en Afghanistan. Bon, écoutez, je veux dire, à un moment donné, là, l'Union soviétique avait beaucoup plus de troupes sur le sol, puis ils n'ont même pas été capables d'assurer une victoire
sur le sol afghan ont dû se retirer. Alors, comment pensez-vous, maudit bordel, que l'OTAN, avec environ 118 000 troupes, va y arriver, là? Je veux dire, je pense que l'Union soviétique avait quelque chose comme 300 000 hommes. Ils n'ont même pas réussi à contrôler l'Afghanistan. Alors, réellement, là, quand on parle de stratégie en Afghanistan, là, réellement, là, je veux dire, ces gens-là, ils commencent à... on sait pas sur quel stock là, ils se tiennent, mais je dis, c'est du maudit bon stock qui fume, ça, je peux vous dire ça, là. Donc, toutes sortes de nouvelles comme ça, allez voir, il y en a plusieurs, là, mais je vais m'arrêter ici dans ce cas-là. On dit qu'on va rester sur la même pensée, la même stratégie en Afghanistan, ça va bien aller. Je fait 10 ans qu'on est là, on n'arrive à rien, détruit le pays ben raide, mais hey, on va pas changer d'idée, là, on continue. Les troupes russes pourraient retourner d'ailleurs à la frontière afghane et puis commencer à patrouiller la région. Alors donc voilà, là, on est loin d'une situation améliorée en Afghanistan. Puis c'est la même situation partout où on intervient, là, que ce soit en Libye, que ce soit au Liban, que ce soit en Syrie, que ce soit n'importe où, là, en Irak, là, je veux dire, au Yémen, en Somalie. C'est la même affaire, là, je veux dire, dès qu'on se met les doigts là-dedans, je veux dire, les choses deviennent pires qu'elles étaient. En Libye, ben, comme je vous disais, c'est la même maudite affaire, là, je veux dire, depuis qu'on est intervenu là-bas, je veux dire, là, c'est la guerre civile qui est en train de se déployer, les exactions, la torture, ainsi de suite. L'instabilité en Libye qui continue de s'approfondir, c'est incroyable. Là, vous avez différentes factions du pays qui veulent se séparer, qui veulent déclarer leur autonomie dans leur région. Là, c'est dans la région est de la Libye où c'est qu'on retrouve la plupart des puits de pétrole, des champs pétroliers du pays. Donc là, on veut devenir région semi-autonome, et ainsi de suite. Alors, du progrès en Libye, comme on peut voir. On a des vidéos qui sont sorties sur Russian Today, là, le réseau RT, où on voit des rebelles libyens qui enferment des Africains noirs dans des zoos. On les force à manger des morceaux de drapeau et puis à sauter. Je veux dire, c'est absolument hallucinant. Alors voilà, on torture des Africains noirs qui sont réfugiés dans le pays ou qui habitent là. Donc des gens extrêmement racistes. On voit les attaques ethniques qui se font là, je veux dire, fait que vous voyez un peu là, encore là, le progrès qui est amené, on voit qu'on est vraiment allé aider puis libérer ces gens-là, c'est vraiment fantastique. Puis au Liban, ben c'est la même affaire, ça continue là aussi, je veux dire, ça a l'air de rien, on n'en parle pas, mais vous avez des déclarations choc de Netanyahou la semaine passée qui était rapportée par le site anglais de Pravda, et là vous avez Netanyahou qui était en interview. Et alors, le monsieur, sans honte, déclare que en fait, il n'y aura plus de Liban sur la carte. Alors, c'est lui qui parle d'enrayer des nations de la carte, là. C'est pas Ahmadinejad, là, détrompez-vous, là. Les suprémacistes dans la région, c'est les sionistes. J'en parlais dans l'émission passée. Ne manquez pas de lire le document Securing the Realms. Très important document pour comprendre la stratégie israélienne, ce qui se passe, pourquoi ils veulent attaquer l'Iran, pourquoi ils ont voulu attaquer l'Irak, pourquoi ils veulent défaire Amalek, tous les pays qui sont perçus comme étant des ennemis existentiels d'Israël. Alors on veut recréer le grand Israël. La semaine passée, j'avais fait une erreur, je disais juste que la rivière le grand Israël de la rivière jusqu'à la rivière du Tigre, mais c'est jusqu'à l'Euphrate. Alors ben oui, on veut recréer ce grand projet. Et puis là, écoutez, vous avez Netanyahou qui a déclaré, vous avez la station qui veut tout simplement même enrayer le Liban de la carte, là. Donc, surveillez ça. Vous allez voir dans ce dossier-là quelques nouvelles aussi. Vous allez voir comment que on fait des fausses attaques pavillons pour essayer d'attirer les États-Unis dans une guerre du même côté qu'Israël contre ses ennemis. Alors évidemment que militairement, on sait qu'Israël peut commencer une guerre, mais pas la terminer. Ils ont besoin des forces américaines pour le faire. On voit des petits G.I. Joe américains se faire tuer pour accomplir le grand projet sioniste. Hein? Donc là, vous devez suivre ça, les mouvements de troupes israéliennes à la frontière nord. Alors, on se prépare peut-être à un autre assaut contre la Palestine, le Liban,
et puis d'autres nations, possiblement l'Iran aussi, là. Donc, ouais, c'est ça qui arrive, là. Je veux dire, chers amis, voyez ceux qui cherchent la guerre dans la région. Vous avez des commandos israéliens qui sont entrés dans le sud du Liban. Vous avez Israël qui a violé l'espace aérien du Liban à plusieurs reprises. Vous allez trouver plein de nouvelles à propos de ça. Des troupes israéliennes qui ont traversé à l'intérieur du Liban. Alors, à un moment donné, vous voyez les provocations, là. C'est comme si vous aviez l'armée américaine qui traversait au Canada ou l'armée italienne qui traversait en France, là, à un moment donné, là. Donc, ils en avaient un paquet de nouvelles comme ça, des rapports de l'ONU qui critiquent Israël pour ses actions à la frontière d'ailleurs. Alors, c'est pas pour démoniser Israël, c'est Israël qui se démonise elle-même avec toutes ses actions illégales, criminelles, qui sont même des actes de guerre. Puis après ça, Israël qui devient furieuse parce que là, vous avez des gens qui mettent des rapports comme à l'ONU sur les agissements du Tsahal le jour du Nakba. Alors, c'est des rapports qui ont été remis par le secrétaire général des Nations Unies, des Nations Unies, Ban Ki-moon, qui était hautement critique justement des incidents et puis de la façon qu'on a géré ça là avec la frontière au Liban lors du 15 mai. La journée du Nakba. Et puis, on utilisait évidemment tout le temps la force de façon disproportionnée contre des manifestants libanais qui a résulté en la mort de 7 personnes. Alors, là, Israël est vraiment furieuse parce qu'on a osé critiquer ses agissements, tu sais. Alors, vous avez des vidéos, ça date de ça, de quelques mois, mais il y avait eu des rencontres, en fait, un genre de clash, là, si vous voulez, entre des manifestants libanais et puis les forces israéliennes. Donc, on a tout le temps répliqué avec la force disproportionnée dans leur cas, et puis, ben, c'est ça, des gens arrivent avec des pancartes, puis les soldats israéliens répliquent avec des balles, tu sais, je veux dire, fait que c'est vraiment la façon de faire, en réalité, là, de l'armée israélienne, tu sais. Donc, des personnes qui sont tuées comme ça à travers la frontière, ainsi de suite, des chars d'assaut israéliens qui se dirigeaient vers le Liban il y a quelques temps. Alors, on parle de massacre à la frontière, donc vous allez tout trouver ça. Ici, on parle de 10 manifestants qui auraient été tués, donc, ouais, c'est ça. Donc, voyez un peu, là, tout ce dossier-là qui est à suivre aussi. Ensuite, ben, même un photographe qui a été tué par un soldat américain, rien que pour vous dire, là, je veux dire, il tue vraiment n'importe qui, là. Donc, ouais, oui. Fait que là, ça continue dans notre dossier. Puis là, on va y aller avec, ben, on a la Syrie puis l'Iran. On va essayer de passer ça aussi assez vite, là. De toute façon, c'est un sujet qui se développe de semaine en semaine parce que c'est de quoi qui est vraiment très d'actualité. Mais je veux garder un peu de temps, comme je vous parlais la semaine passée, là, pour vous parler un peu d'économie. Donc, on va essayer de passer ça le plus vite possible, là. Bon, écoutez, l'Iran puis la Syrie, c'est un dossier qui est lié, vous l'avez compris. On essaye ultimement d'en venir à attaquer l'Iran, qui est perçu comme un autre Amalek, un autre ennemi du peuple juif. Hein, qu'on doit anéantir et puis on doit vraiment le détruire exactement. Puis je veux dire, c'est des pays qui sont perçus comme étant des menaces d'Israël en premier lieu. Et puis qui entraînent, là, vous avez Netanyahou qui est venu se promener, venu se balader au Canada, aux États-Unis, il va être là aujourd'hui même. Il était au Canada en fin de semaine passée, a essayé de pousser ces deux nations-là, coordonner les efforts de guerre contre l'Iran. Harper qui est tout content, qui est venu dans ses pantalons. Ah ouais, lui, je dis, ouhou, on parle de guerre, yeah! Ah oui, on va supporter Israël, ouhou! Le Canada qui a perdu son siège au Conseil de sécurité de l'ONU, là, il y a 2 ans, parce que justement, on était le seul pays au monde qui supportait les actions d'Israël contre la flottille d'aide humanitaire en eau internationale qui a été attaquée, ce qui est un acte de guerre, un acte contrevenant la loi internationale, ainsi de suite. Mais le Canada était le seul pays sous Harper à supporter les actions vraiment très agressives, meurtrières, barbares, criminelles d'Israël. Alors, je veux dire, là, on est en train de devenir le petit chien de garde d'Israël ici au Canada, c'est absolument incroyable. Là, vous avez le Pentagone, ici c'est un article de Global Research qui reprend RT encore, le Pentagone qui demande 100 millions de dollars de plus pour la guerre contre l'Iran. Alors, on veut se préparer pour cette guerre. L'argent qui a été demandé au Congrès américain pour augmenter la présence militaire dans le Golfe Persique.
et puis rapidement upgrader les armes qui sont là pour être plus effectives, efficaces dans un combat éventuel contre les forces armées iraniennes. Ben oui, alors vous voyez, on se prépare là, concrètement. Vous avez le général McCaffrey qui a de façon privée briefé des exécutifs de la NBC sur la guerre avec l'Iran. Alors, non seulement NBC continue à présent de présenter des analystes qui sont des généraux de guerre, donc des gens extrêmement biaisés. On l'utilise comme un genre de consultant privé pour diffuser des nouvelles, et ainsi de suite. Hein? Donc, quand même assez incroyable. Puis lui, ce gars-là, il a présenté un séminaire à environ 20 exécutifs et producteurs de la NBC, incluant le président des nouvelles, Steve Capus. Et puis, le séminaire se nommait les armes nucléaires iraniennes et puis le pétrole, la confrontation du Golfe. Et puis là, on a obtenu le PowerPoint, le document du général McCaffrey, qui avait préparé et distribué à sa présentation. Et puis, lui, ben, coudonc, il prédit une guerre d'ici les 90 prochains jours. Et qui devrait être, selon lui, partie par eux, les Iraniens. Ouais, alors la première page répète à perte de salive, alors un document très hawkish, là, très faucon, qui est intitulé l'Iran et le Golfe, Creeping Toward War. Là, écoutez, là, je veux dire, on s'en va vers une guerre. Là. Et puis, écoutez, là, vous avez carrément, là, clairement dans ce document-là, on voit à quel point, à quel degré les médias américains corporatifs sont en train de lancer de la propagande au public américain concernant, en tout cas, en essayant de fabriquer, si vous voulez, un genre d'image perçue qu'il y a une guerre inévitable contre l'Iran qui s'en vient et qu'il n'y a aucune autre, absolument aucune autre alternative à la guerre qui existe comme la diplomatie et la négociation. Alors on va tout faire pour éviter d'essayer de présenter des alternatives à une guerre comme c'était la seule solution possible. OK? Donc là, on se retrouve avec des médias qui finalement sont rendus la propriété de gros consortiums, des consortiums qui parmi eux comptent toujours maintenant des manufacturiers d'armement, ok, des profiteurs de la guerre, et puis qui après ça, avec les grands médias, ben vous propulsent la propagande pour vous vendre des guerres parce que les autres ça leur profite. Hein? Donc, il y a un paquet de personnes qui se greffent sur ça. Alors, ça a beau aussi être, évidemment, le désir d'Israël d'éliminer ses ennemis perçus, mais c'est sûr que pour l'Empire, l'hégémonie américaine, eux autres, ils veulent assurer la pérennité du dollar américain. Et puis là, en voyant la bourse du pétrole iranienne se mettre en place et qu'ils vont transiger leur pétrole en toutes sortes de devises étrangères, sauf le dollar américain, quand vous avez les manufacturiers d'armement, les banquiers qui, eux autres, prêtent énormément d'argent, puis à travers la dette contrôlent finalement à peu près tout, même l'issue d'une guerre, qui seront les gagnants. Après ça, de toute façon, que tu sois gagnant ou perdant dans cette guerre-là, c'est les banquiers qui sont les gagnants, oui, parce qu'ils financent bien souvent les deux côtés. Puis après ça, c'est eux autres qui gagnent la guerre, parce que c'est eux autres qui contrôlent la dette. Celui qui contrôle la dette, le créancier, ben il contrôle tout, hein. Donc, il faut être conscient de ça. Donc, il y a un paquet d'intérêts comme ça qui vient se greffer à ces désirs de guerre, là. Donc, réellement, là, je veux dire, écoutez, Obama est en train de promettre, là, si on a vraiment là, la bonne information, là, ici, là, Obama aurait promis à Israël d'utiliser des bases, permis Israël d'utiliser ses bases pour une attaque contre l'Iran. Si Israël veut bien attendre un peu, parce que Obama, faut bien le dire, pareil, là, Obama est un peu déchiré là-dedans, là, bien que c'est vraiment un pourri, là, faut pas se leurrer là, dans mes propos, là. Mais Obama préférait attendre après les élections, lui, pour y aller de l'avant avec une attaque contre l'Iran, alors qu'Israël aimerait bien le faire avant l'élection américaine. Donc, vous avez tout aussi ce genre de petits débat, si vous voulez, là, entre Obama et Netanyahou aussi, là, qui fait rage, si vous voulez. Donc,
Donc, toute cette histoire de, écoutez, imaginez, c'est incroyable, là. Je veux dire, on est en train de décider de quand est-ce qu'on va partir la guerre en Iran, tout dépendant des élections américaines, blablabla. C'est complètement délirant, cette affaire-là. On va vous dire, ben, franchement, là, euh, l'Iran, écoutez, vous avez bien des nouvelles, là. J'ai un dossier là, de 76 pages ici, là, mais grosso modo, l'Iran est en train d'accepter des paiements en or pour son pétrole. Euh, Là, vous avez les États-Unis puis l'Union européenne, désolé, qui ont imposé des sanctions contre l'Iran puis la Banque centrale pour rendre plus difficile aux acheteurs de faire des paiements en dollars à aux banques iraniennes. Et puis l'Iran se revire de bord et puis finalement se dit OK, OK, fait que là, vous voulez mettre des sanctions contre nous autres. Fait que l'Iran a cessé de vendre son pétrole à 6 nations européennes qui ont imposé des sanctions contre eux. Alors, on va dire une affaire, ceux qui pensaient prendre à tel les prix qu'ils croyaient prendre, comme on dit, là. Alors, on se retrouve avec maintenant des nations européennes qui sont déjà frappées par une sévère crise économique, qui là se retrouvent avec un problème d'apport de pétrole. Alors les prix de pétrole qui se sont mis à augmenter la semaine passée, j'avais commencé à vous en parler. On va en parler un peu dans l'économie de ça. Il y a plusieurs raisons à ça. Je veux dire, évidemment qu'on va essayer de passer ça sur le dos de n'importe qui, surtout à Ahmadinejad. Là, j'ai même vu un article là-dessus sur le journal, c'est incroyable. Dans le journal, où on dit que, ah oui, les prix de pétrole élevés qu'on connaît ici, écoutez, le prix de pétrole est passé de 1,20, 1,24 le litre à 1,44 à Montréal. Puis là, on a mis la grosse photo de Mahmoud Ahmadinejad, le président de l'Iran, dans le journal, en disant c'est de sa faute, en grande partie c'est à cause de lui qui crée de l'instabilité dans le Golfe Persique, nanana. Hey, écoutez bien, là, je veux dire, arrêtez de me niaiser, Saint-Simonac, là, je veux dire, c'est qui bat les tambours de la guerre depuis des semaines et des mois pour attaquer l'Iran? Hein, c'est pas Israël puis les États-Unis, l'OTAN, la Grande-Bretagne, la France, ainsi de suite, le Canada. Hein, c'est qui laisse planer un prospect de troisième guerre mondiale qui pourrait impliquer des bombes thermonucléaires dans le Moyen-Orient, recréer l'Armageddon biblique et puis oh yeah, tu sais, je veux dire, right on. Puis après ça ils mettent ça sur le dos d'Ahmadinejad, c'est à cause d'Ahmadinejad que les prix de pétrole augmentent. Ben, un instant là, je veux dire. Arrêtez de créer des scénarios, de laisser planer des scénarios de guerre au-dessus de la planète, OK? Puis après ça, un autre facteur que les médias sont tellement malhonnêtes, je veux dire pas les gens, mais je veux dire les médias sont tellement malhonnêtes, n'expliquent pas aux gens, les gens comprennent pas. Écoutez, on imprime de l'argent comme de l'eau. On dit qu'on a un problème de dette, fait que vous avez les banques centrales. Aux États-Unis, on a doublé la masse monétaire les 2 dernières années. On l'a doublé. Fait que si vous doublez la masse monétaire, je veux dire, l'argent, chaque unité de base vaut 2 fois moins, là. Vous devez comprendre ça. Fait qu'à un moment donné, quand vous regardez le prix de l'or qui augmente, le prix des métaux précieux, le prix de la nourriture, le prix du pétrole, le prix des maisons, le prix de tout, ben, écoutez, là, je veux dire, c'est pas sorti des nuages, là, cette histoire-là, là. On imprime de l'argent comme de l'eau, on monétise la dette carrément, là. Je veux dire, on fait de l'assouplissement quantitatif. Hey, c'est quoi ça? On monétise la dette, on imprime de l'argent. Fait que, écoutez, chers auditeurs, là, surprenez-vous pas si on fait face à de l'hyperinflation, là, OK? Puis ça va être bien pire, là. Vous allez voir les articles que je vais vous laisser cette semaine où on parle... On vous prépare, là, on vous dit, écoutez, là, cet été, là, le litre d'essence, ici au Canada, va être 1,50 le litre. Aux États-Unis, on parle de 6, 7, 8 dollars le gallon. En France, en Europe, je sais qu'on le paye déjà très cher, puis ça va être encore pire. Alors, préparez-vous. Puis, ben, qui va empocher encore, puis qui va souffrir? Ben, c'est tout le temps les mêmes, hein? Donc, Obama qui est en train de se plier les genoux sous la pression israélienne pour attaquer l'Iran. Alors, vous avez... un article ici à lire à propos de ça. Ben écoutez, là, je veux dire, Simonac, les États-Unis ont plus l'argent, ont pas la force militaire, ont pas la capacité manufacturière
pour supporter un effort de guerre contre l'Iran. L'Iran, c'est pas comme l'Irak, là, c'est pas la Libye, ok, c'est pas l'Afghanistan, là. Ils ont une armée qui se tient debout, là, une armée féroce, là. Je veux dire, ce sera pas aussi facile que vous le pensez, là. Et puis ils ont des réseaux partout, sont supportés par le Hezbollah, par l'Afghanistan, par le Pakistan, la Russie, la Chine. Hey, wow, attends un peu, là. Donc, on se retrouve avec un potentiel d'une guerre nucléaire, là, incluant des puissances nucléaires comme le Pakistan, la Russie, la Chine, Israël, les États-Unis, ok? Puis on pointe après ça le doigt de l'Iran qui possède même pas de bombes nucléaires. On va dire, arrêtez, là. Hein? Là, les gens qui vont commencer à paniquer avec l'Iran, ils disent, mais là, on peut pas les laisser faire, puis tout. Hey, arrêtez, là, de laisser faire, là. Voyons donc, là. Il y a un pays au monde qui a utilisé des bombes nucléaires, c'est les États-Unis qui ont largué ça dessus des populations civiles au Japon. Déjà, là, les autres, ils devraient arrêter de faire la morale au monde, là. OK? Après ça, si vous voulez parler de bombes nucléaires, vous avez le pays voisin qui, et j'ai nommé Israël, possède des bombes nucléaires, un arsenal nucléaire depuis les années 60. OK? C'est documenté. Ils en ont même fait la prolifération, là. On a essayé en fait, on coopérait avec l'Afrique du Sud, ont vendu des bombes nucléaires sur le marché noir à travers le monde, et puis ainsi de suite. Puis là, après ça, ces gens-là, les hypocrites, hein? Les sales hypocrites vont pointer du doigt l'Iran. Ben voyons donc, là. OK? Voyons donc. Là, si vous me dites qu'il faut attaquer l'Iran, moi je dis OK, on va se mettre d'accord sur ça, là. Mais je veux dire, on va être honnête, là. Parce qu'avant d'attaquer l'Iran, on va aller attaquer l'Israël. Pas plus compliqué. Alors, après ça, quand vous êtes assez honnête pour attaquer l'Israël, parce que les autres, ils ont refusé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois d'ouvrir leur installation, les inspecteurs internationaux ont refusé des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois de signer l'accord de non-prolifération nucléaire, ben je veux dire, là, on va aller attaquer Israël en premier, puis après ça, on attaquera l'Iran. Pas de problème, on attaquera les deux. Moi, je vais être bien faire avec tout le monde, là. OK? Mais si on attaque l'Iran, on va attaquer Israël. Puis il va falloir attaquer la France, puis on va attaquer la Russie, puis on va attaquer la Chine, on va attaquer le Pakistan, on va attaquer l'Inde, on va attaquer les États-Unis, on va attaquer tous les pays qui ont l'arme nucléaire. Faut être fair, là. Je veux dire, pourquoi qu'il y aurait un club select de gens qui auraient le droit d'avoir l'arme nucléaire, puis d'autres qui n'auraient pas le droit? Arrêtez, là. Arrêtez. J'ai pas moins peur des Iraniens que des Américains, là. OK? Je veux dire, c'est pas les Iraniens, là, avec eux autres qu'on a passé proche, puis ça, vous allez voir dans l'histoire, je veux dire, c'est pas au courant, là, on est passé proche à quelques reprises d'une guerre nucléaire entre les États-Unis puis la Russie à cause qu'il y a eu des bugs informatiques, là. L'ordinateur a détecté des bombes nucléaires qui étaient lancées, et puis c'était une fausse alerte, puis là, c'est à cause qu'il y a des êtres humains qui ont refusé de peser sur le piton rouge. Hein, qu'on a évité une guerre, une annihilation nucléaire, là. C'est arrivé à quelques reprises, là, des dernières décennies. Mais on a peur de l'Iran. Arrêtez, arrêtez. OK? Là, Obama qui a déclaré que le support américain pour Israël était sacro-saint. Sacro-saint. C'était sacré. Voyons donc. Fait que là, vous avez toutes sortes d'affaires que vous avez lire. Netanyahou qui dit qu'Israël se réserve le droit de se défendre contre l'Iran. Ben oui, de se défendre en lançant une attaque surprise sur l'Iran. C'est comme ça qu'ils se défendent. Voyons donc, là. Donc là, Netanyahou qui est au Canada, on est en train de préparer l'attaque. On est en train de préparer les bons petits chiens de garde comme le Canada est devenu. Et puis, on est en train de mettre en place les termes d'une attaque et puis de préparer tout le monde. Donc, voilà. Les États-Unis qui ont menacé le Pakistan en leur demandant de laisser tomber le projet de la pipeline entre les deux pays, donc entre l'Iran et puis le Pakistan. Donc 80% des Israéliens, faut le dire, s'opposent à une attaque unilatérale contre l'Iran. Hein? Donc seulement 19% des Israéliens supportent une attaque unilatérale. Donc même les Israéliens sont contre ça, là. OK? Donc, c'est pas d'antisémite là, de parler de Netanyahou puis du projet sioniste puis tout, là. 81% des Israéliens dans ce sondage-là sont contre une attaque unilatérale contre l'Iran. Uh-huh. Donc là, ouais, bravo! OK? C'est ça la réalité, là, chers amis. Donc là, on se retrouve avec Israël qui ont livré un ultimatum à Barack Obama par rapport au plan nucléaire de l'Iran. Alors, on donne des ultimatums. Là, vous avez Israël qui essaie d'acheter les faveurs de la Russie qui s'oppose à une attaque contre l'Iran puis la Syrie. Là, on est en train d'attirer la Russie puis Gazprom qui est en fait, un des plus gros conglomérats d'énergie du monde. Alors, apparemment qu'on a envoyé des top exécutifs en Israël pour discuter d'un partenariat avec des projets gaziers
au large des côtes d'Israël. OK? Alors, on veut séparer des gros profits là-bas. Ça a été rapporté par le Ynet, qui est un média israélien en anglais. Et puis, ben là, peut-être qu'on est en train justement d'amadouer la Russie avec des gros contrats de pétrole pour qu'ils se ferment les yeux sur une attaque surprise contre l'Iran ou la Syrie. Pourquoi je dis que ces deux dossiers-là sont liés? Ben, c'est parce qu'évidemment que, comme je vous le répète depuis longtemps, ben, on a un pacte de défense mutuelle entre l'Iran et la Syrie. Donc, si on ne va pas attaquer l'Iran directement, ben, on va provoquer la Syrie et puis on va forcer l'Iran à répliquer. Puis à ce moment-là, ben, ça va justifier une attaque contre l'Iran. OK? Vous avez d'ailleurs des bateaux de guerre iraniens qui ont accosté en port en eau syrienne. Alors, toutes les pièces sur l'échiquier sont placées. Vous avez évidemment tout l'effectif militaire américain, israélien qui sont en place. Écoutez, là, c'est grave. OK? Je veux dire, on est vraiment pas sorti du bois là, avec ces niaiseries-là. Fait intéressant ici, vous avez le ministre des Affaires étrangères brésilien qui, la semaine passée, lui se nomme Antonio Patriota, a rappelé au secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, qu'il remplit un rôle, lui, comme secrétaire général aux Nations Unies, et qui, en fait, il est criminel, c'est une action criminelle, c'est une dérogation à la loi internationale de menacer l'Iran, okay, de lancer des menaces comme on le lance. Donc, faites attention, là, je veux dire, ce qu'on fait envers l'Iran là, est un acte criminel. On peut pas menacer l'Iran d'attaque comme ça. Je veux dire, l'Iran n'a rien fait, n'a pas attaqué personne, là. OK? Donc là, toutes sortes de nouvelles comme ça. En général, les forces de l'air qui se préparent pour une offensive contre l'Iran, l'OTAN qui veut l'Azerbaïdjan. Alors, c'est un petit pays, ça, qui se trouve entre la Russie et puis l'Iran. On veut installer des bases là, donc on veut mettre, si vous voulez, on veut s'insérer entre l'Iran et puis la Russie pour empêcher la Russie de venir en aide à l'Iran dans le cas d'une attaque contre cette dernière. Donc, voyez là vraiment là toutes les pièces de l'échiquier qui se mettent en place, c'est vraiment incroyable. Et puis, ben pendant ce temps-là, ben l'Iran ne s'est pas laissé faire. Elle a continué à vendre son pétrole en autre dénomination que le dollar américain. Et puis là, comme je vous disais, ils vont accepter les paiements même en or au lieu du dollar américain. Et puis là, pendant ce temps-là, ben pendant que vous avez les Américains, l'OTAN, les pays européens qui ont essayé d'imposer des sanctions contre l'Iran, ben là vous avez l'Inde et la Chine qui eux autres ont augmenté leur importation de pétrole iranien, donc l'embargo qui ne fonctionne pas du tout, les sanctions qui ne fonctionnent pas du tout, qui ne font que renforcer les alliés de l'Iran, imaginez-vous donc. Donc ça profite à ces gens-là. Eh oui. Alors, on se met en place. Donc, vous allez trouver plusieurs nouvelles par rapport à ça. Les Israéliens qui ont confirmé des plans de tests de missiles et Obama qui a en fait lancé son système de défense de missiles en Turquie. Alors, voyez là, toutes les pièces sont mises en place. Donc, ouais, c'est ça. Pendant ce temps-là, vous avez des officiels israéliens qui suggèrent, c'est rapporté par le Ynet News, qu'on doit affamer les civils iraniens. Hein, comme ça, on va forcer un changement de régime. Eux autres, ils parlent de mettre en place des sanctions qui vont suffoquer les gens. Ben oui, affamer les civils. Incroyable. Alors, c'est de ça qu'on parle. Eux autres, on veut jouer avec l'inflation, toutes sortes de trucs comme ça pour faire monter le prix de la nourriture et puis causer des famines dans la nation. Hey, c'est gentil. Vous voyez vraiment une belle mentalité là chez certains officiels israéliens. Donc, plusieurs nouvelles, vous allez trouver ça, des configurations là, qui sont en train de se placer là, dans cette région-là, vraiment pas rassurant, évidemment, des situations des plus importantes là, à garder à l'œil dans les temps à venir, ça c'est certain. Donc là, ben, vous avez l'Iran qui a souhaité la bienvenue à des inspecteurs de l'agence nucléaire, de l'énergie nucléaire internationale. Et puis, écoutez, on n'a encore trouvé aucune preuve que l'Iran a enrichi son uranium pour en faire une utilisation militaire. Alors, ce n'est qu'un programme nucléaire pacifique et civil. OK? Donc, vous avez d'ailleurs des articles qui parlent de ça aussi. Là. Il y a beaucoup de voix dissidentes. Vous avez un article ici du LA Times où on parle que les États-Unis ne croient pas que l'Iran essaie de construire une bombe nucléaire. Alors, vous avez des gens qui réellement s'opposent à ça.
Évidemment qu'il y a des gens qui n'ont pas perdu toute leur tête là-dedans. Là. Vous avez des agences d'espionnage américains qui ont déclaré qu'ils ne voient aucune évidence d'un programme nucléaire militaire iranien. Alors, ça a été rapporté par le New York Times d'ailleurs. Vous avez d'ailleurs aussi le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayed Ali Khamenei, qui a déclaré, lui, que la nation iranienne n'a jamais cherché à se procurer une bombe nucléaire, et puis qu'en réalité, ça ne les intéresse pas du tout. Donc, voilà. Donc, on va voir. Évidemment que c'est pas lancé encore. Les Israéliens veulent vraiment lancer la guerre. On a évidemment beaucoup de réticence à la partir. On sait qu'un coup ça va être parti, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver après, ça va partir en couille, ça c'est certain. Donc voilà, je vais arrêter avec ça ici. Ça en fait déjà pas mal. La Grande-Bretagne qui se prépare aussi. Panetta, lui, qui a déclaré que l'Iran ne développe pas d'armement nucléaire. Alors, comme je vous dis, il y a beaucoup de voix dissidentes aussi par rapport à ça. Il faut les écouter, il faut leur donner de la place. Autant que vous avez de la propagande que vous avez des gens qui essaient de rétablir le discours, hein. Donc, voilà, beaucoup de propagande aussi pour blâmer toutes sortes d'événements sur l'Iran, là, j'en ai parlé aussi, là. Donc, on va s'arrêter là pour ce dossier-là. Et puis, écoutez combien de temps qu'il nous reste là. Il nous reste quelques minutes à peine. Bon, ben écoutez, pour la série, je vous en ai parlé un peu. On va en revenir là-dessus plus en détail la semaine passée. Mais par rapport à ce que je voulais parler dans l'économie, ben écoutez, vous avez un article ici bien important à lire. On parle des banques centrales qui opèrent maintenant comme un monopole global. Alors, on est en train de joindre les réformes pour faire un système global. Alors ça aussi, j'en parle souvent dans l'émission. Alors les banques centrales qui essayent de financer, de faire en sorte que le système financier soit sur leur férule. Ouais. Ça, évidemment que là, on est en train de faire crasher toutes les économies sous le poids des dettes, et puis après ça, ben, on va récolter les petits morceaux. Ici, les share traders, alors les traders, là, à la bourse puis tout, on dit, ils sont encore quasiment plus fous, reckless, là, comment on dit ça en français, je veux dire, finalement, des gens qui font pas attention, là, pire que des psychopathes, là, c'est des études même, là, qui sortent, là, avec des affirmations comme celle-là, c'est université en Suisse. Alors, ben oui, on les appelle des money junkies, des junkies de l'argent, des drogués de l'argent, je veux dire, qui sont pires que des psychopathes. Ensuite, on a un mouvement de gens qui quittent leur emploi, hein? Donc ça c'est assez spécial, mais pas n'importe quel type d'emploi. C'est des gens en poste dans les banques. Alors c'est incroyable. Là ici là, on a des gens, en fait une liste de 101 personnes qui ont quitté leur emploi de banquier ou dans des banques. Alors, vous avez une liste complète ici. Alors, il se passe quelque chose. Là, je pourrais même pas vous dire quoi, là, mais on dirait qu'il y a une purge qui est en train de se faire à l'intérieur du système bancaire. Et puis, je sais pas pourquoi, là, mais ça, on va regarder ça à l'œil aussi. Là, plus de 101 personnes qui travaillent dans le système bancaire, très haut placés, des exécutifs au top de plusieurs banques très importantes qui ont quitté leur emploi, ont remis leur démission. Alors, un dossier assez particulier. Ensuite, on parle du marché de la dette. Alors, le crédit qui atteint un plafond de 53 trillions de dollars. Ça, c'est 53 000 millions de dollars dans les maisonnées américaines. Alors, ouch, ok. Oui, madame et monsieur. Et puis, là, les trillions s'accumulent comme ça de dettes. Et puis, vous avez le produit des marchés, en fait, le marché des produits dérivés, eux autres aussi, qui continuent de s'enfler. On est à des sommets, je veux dire, on flotte totalement dans le cash, ça n'a pas de bon sens. L'argent de papier qui vaut plus rien, ça n'a pas de bon sens. Après ça, on se demande quand ça se fait que les métaux précieux comme l'or est rendu à 1700, 1800 l'once. Et pendant ce temps-là, ben, on coupe les avantages aux vétérans puis aux troupes qui vont perdre leurs bénéfices sur en fait l'assurance santé. Alors, vous voyez comment on traite tout le temps les gens. La Banque centrale européenne qui va fournir 530 milliards d'euros pour des prêts pour les banques, alors des prêts à très bas intérêts à plus de 800 banques. Alors le système européen bancaire qui est en train de sacrer le camp. L'oncle Sam qui veut que... Écoutez, ça c'est incroyable aussi, là. Je veux dire, là, vous avez toutes ces banques
qui, dans bien des cas, on fait des reprises de finances frauduleuses avec des papiers frauduleux, des maisons là, sur lesquelles ils n'avaient aucune propriété, aucun pouvoir. On a sacré des familles à la rue pour saisir leur maison. Et puis là, ben on a en tête dans le fait de saisir ces maisons-là, puis après ça, les louer aux gens à qui on les a saisis. Aïe aïe! C'est incroyable. Ça rappelle une citation de Thomas Jefferson aux États-Unis qui disait que si le peuple américain était pour permettre à des banques privées de contrôler la production de la monnaie, premièrement par l'inflation et puis après par déflation, et bien que les banques et les corporations étaient pour grandir autour des banques à un point où ils dépriveraient, ils prendraient aux gens leur propriété jusqu'à ce que leur enfant se réveillerait sans maison, sans abri, sur un continent que leur père a conquéri. Alors, c'est des prophéties quasiment des pères fondateurs des États-Unis qui sont en train de prendre forme maintenant. Donc là, ben, toutes sortes aussi de conneries qui font monter le prix de pétrole. On va finir avec ça, là, dont le global warming, le réchauffement climatique causé par l'homme. On parle des taxes vertes qui pourraient ajouter 15% sur vos factures d'électricité. Les gouvernements qui finalement admettent combien que les familles vont devoir payer pour rencontrer des cibles d'émissions bidons. Alors on va écouter là, monter le prix des coûts de l'énergie, genre même de l'électricité, autant de 36% de plus au-dessus des niveaux de 2010. Alors ça vient du département de l'énergie puis des changements climatiques. Et puis, écoutez, les prix du pétrole qui pourraient monter de 44% cette année. L'argent qui ne vaut plus rien. Donc, évidemment que le pétrole, il faut donner beaucoup plus de ces billets qui ne valent plus rien pour acheter même quantité de pétrole. Donc, préparez-vous à des fortes hausses de pétrole cette année, dans les prochaines semaines, prochains mois. La Grèce qui a été downgradée au plus bas niveau là, de cotation, de notation par Moody's. Alors, vous avez des articles là qui circulent là, officiels. On n'a pas vraiment publicisé ça, là, mais je vous l'annonce là. C'est officiel là. La Grèce va faire faillite. OK? La Grèce va faire faillite. Alors, ciao bye l'Espagne, ciao bye l'Italie, ciao bye l'économie américaine. Ça va être lettre en Simonac. Puis là, déjà que le pétrole qui va monter de façon catastrophique cette année, on parle que là, en plus, si on attaque l'Iran, ben là, watch out la gang, là. Parce que là, le baril de pétrole va sauter à 150 minimum, 200 piastres le baril. Et puis là, ça va être le party, la gang. Là, ça va être le party. OK? Le dollar américain qui a perdu 33 à 44% de sa valeur les dernières années. OK? Donc là, toutes ces affaires-là s'ajoutent les unes les autres, compétitionnent et poussent à la hausse le prix des pétroles qui finalement influe sur tous les biens de consommation. Donc, même les fausses nouvelles, on a entendu une supposée nouvelle d'une pipeline qui aurait explosé en Arabie Saoudite, puis là, apparemment que c'était pas vrai, mais c'est pas grave, ça fait monter les prix de pétrole pareil, alors, je veux dire... donc voilà, l'inflation, toute qui vient pousser sur le prix de pétrole, la dette qui est de l'argent créé. Quand on crée de l'argent, on crée de la dette, et puis quand on paye cette dette, ben l'argent est détruit, ainsi de suite. On crée des cycles infernales. C'est un système de Ponzi dans lequel on vit. Ça n'a aucun sens. Je veux dire, c'est un système d'esclavagisme pour tenir l'humanité esclave. C'est un système sur lequel on opère depuis 6000 ans, qui est temps qu'on se libère à travers les intérêts composés. On contrôle l'humanité. Un système qui est basé sur la dette, on contrôle, on tient l'humanité dans un état d'esclavagisme. Il faut abolir le système de banque centrale privée. Et puis surtout, en tout cas, le principe de la création de monnaie qu'on a laissé entre les mains de banquiers privés. Il faut mettre fin au système de réserve fractionnaire dans les mains de banquiers privés qui créent la monnaie ex nihilo, de nulle part. Ok, il faut mettre fin au système usuraire et de dette, ok, qui est en fait probablement la cause de la misère de l'humanité réellement là, depuis des milliers d'années. Il faut mettre fin à l'occupation globale du monde par les financiers des banquiers privés. Il faut mettre fin à toutes ces guerres insensées et puis sans fin dans le monde. Il faut complètement démanteler la bureaucratie fédérale grasse qu'on n'a plus de besoin, qui gaspille des trillions de dollars, décentraliser le pouvoir, ramener ça vers les niveaux locaux, des niveaux plus responsables,
punir le capital pour l'abus de capital, des fraudes incroyables qu'on a vécues ces derniers temps. Je veux dire, faut que ça l'arrête, là. OK? Donc voilà, on termine l'émission sur ça. Ok, restez loin des politiciens, restez loin des grands médias, restez loin de leur guerre, restez loin de leurs méga corporations, restez loin de leur système de Ponzi. Faites juste vous éloigner, arrêtez de les alimenter avec votre énergie, cessez de parler d'eux autres, cessez de les alimenter, prenez responsabilité de vous-même, donnez-vous du pouvoir. Et puis ça, c'est ça qui va les affaiblir, qui va faire que ces gens-là vont ne plus avoir votre pouvoir, ok? Et puis après ça, on va commencer à créer un nouveau paradigme qui va commencer à résonner réellement avec qui on est. Alors sur ce, mes chers amis, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine et puis on se dit à la semaine prochaine. C'était François Marginant pour l'autre monde. Ciao, bye tout le monde.